La fille de la famille la plus modeste du village a disparu avec un cheval. Tandis que l'élite se moquait de sa passion pour les animaux, la vérité derrière sa disparition a fait taire même les plus sceptiques. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon quand Amélie Dupont ouvrit les yeux dans sa petite chambre sous les combles. Par la lucarne, elle apercevait les premières lueurs grises de l'aube qui caressaient doucement les vignobles à perte de vue. Elle resta quelques instants immobile sur son lit étroit, écoutant les craquements familiers de la vieille maison du gardien et le chant matinal des merles qui nichaient dans le grand platane. À 15 ans, Amélie connaissait déjà la valeur du silence. Elle se leva sans bruit, enfila sa robe usée et ses bottines raccommodées plusieurs fois. Dans le miroir ébréché accroché au mur, son visage fin aux yeux trop grands lui renvoyait une expression sérieuse que peu d'adolescentes de son âge arboraient. Ses cheveux châtains, qu'elle tressait elle-même chaque matin, encadraient un visage où le sourire ne s'attardait jamais longtemps. En descendant l'escalier grinçant, elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre de son père. L'odeur âcre du vin bon marché s'en échappait, mêlée aux ronflements irréguliers. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Marcel Dupont gisait habillé sur son lit, une bouteille vide renversée sur le plancher. Amélie referma doucement la porte. Certains matins, elle aurait voulu le réveiller, lui parler, lui demander encore une fois de lui raconter comment était sa mère. Mais elle connaissait trop bien la réponse, ou plutôt l'absence de réponse. « Maman », murmura-t-elle en effleurant le petit médaillon qu'elle portait toujours autour du cou, seul héritage de cette femme qu'elle n'avait jamais connue. « Comment étais-tu vraiment ?» Dans sa mémoire surgit un fragment de conversation entendue des années plus tôt, alors qu'elle se cachait sous l'escalier. Son père, inhabituellement sobre ce jour-là, parlait avec Jean-Luc, le vieux maréchal ferrant du domaine Laurent. « Joséphine était comme un oiseau, Marcel, » disait Jean-Luc. « Toujours à chanter, toujours en mouvement. Elle méritait mieux que... »« Mieux que moi, c'est ça ?» avait coupé son père, la voix soudain tendue. « Je n'ai pas dit ça, mais cette petite, elle a ses yeux. Tu ne peux pas continuer à l'ignorer comme si elle était responsable. Elle l'a tuée en venant au monde. C'était une tempête terrible cette nuit-là. Personne n'aurait pu arriver à temps. Ce n'est pas la faute de l'enfant. » Amélie secoua la tête pour chasser ce souvenir. Elle sortit silencieusement de la maison et respira l'air frais du matin. Le domaine Laurent s'étendait devant elle. Hectares de vignes soigneusement alignés, caves séculaires, et bien sûr, les écuries dont son père était responsable. Du moins, l'avait été, avant que le vin ne devienne son principal compagnon. En traversant la cour pavée, Amélie croisa plusieurs ouvriers qui la saluèrent distraitement. Pour la plupart d'entre eux, elle n'était que la fille de Dupont, une ombre silencieuse qui se faufilait entre les bâtiments. Seule Claudette, la vieille cuisinière, lui adressait parfois un sourire ou une pomme ridée. Les écuries constituaient un long bâtiment de pierre, frais et sombre, qui sentait le foin, le cuir et cette odeur particulière, chaude et musquée, des chevaux. Dès qu'elle en franchit le seuil, Amélie sentit ses épaules se détendre. Ici, contrairement à l'école du village ou même chez elle, elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle devait faire. « Bonjour, Étoile », murmura-t-elle en s'approchant d'une jument baie qui hennit doucement en la reconnaissant. « Comment vas-tu ce matin ?» Méthodiquement, Amélie entreprit de nourrir les 12 chevaux de l'écurie principale. Officiellement, ce n'était pas son travail. Les palefreniers arriveraient dans 1 heure, mais ces moments où elle était seule avec les animaux étaient les plus précieux de sa journée. En passant devant un box vide, elle s'arrêta. Un chat tigré, maigre et boiteux, y avait trouvé refuge et observait Amélie avec méfiance. « N'aie pas peur », dit-elle doucement en s'accroupissant. « Je ne dirai à personne que tu es là. » Lentement, elle sortit de sa poche un petit morceau de fromage dur qu'elle avait gardé de son propre dîner de la veille. Elle le déposa sur le sol et recula. Le chat hésita, puis s'approcha pour saisir l'offrande avant de retourner se cacher sous la paille. « Tu vois ?» continua Amélie comme si l'animal pouvait comprendre chaque mot. « Ici, nous sommes tous un peu abandonnés. Mais on s'habitue, tu verras. » Les journées d'Amélie suivaient toujours le même schéma. Après 7 heures volées aux écuries, elle partait pour l'école du village, où elle s'asseyait invariablement au dernier rang. Ses résultats étaient moyens, pas assez brillants pour attirer l'attention, pas assez mauvais pour susciter l'inquiétude.
À midi, plutôt que de rejoindre les autres enfants sur la place du village, elle se réfugiait souvent chez Madame Rousseau, la boulangère, qui lui offrait parfois un pain de la veille. « Tu devrais jouer avec les autres, petite », lui disait souvent la vieille femme en essuyant ses mains farineuses sur son tablier. « Ils ne m'aiment pas », répondait simplement Amélie en mordant dans le pain encore bon. « Comment peux-tu le savoir si tu ne leur parles jamais ?» Amélie haussait les épaules. « Ils m'appellent la fille de l'ivrogne. Et puis, je préfère les chevaux. »« Les chevaux ?» s'étonnait Madame Rousseau. « Oui, ils ne mentent pas, ils ne jugent pas, » expliquait Amélie avec une sagesse qui dépassait son âge. Cet après-midi-là, en revenant de l'école, une agitation inhabituelle régnait au domaine Laurent. Des hommes s'affairaient autour d'un grand camion de transport et la voix impérieuse de Monsieur Laurent résonnait par-dessus le brouhaha. « Faites attention, imbécile, il vaut une fortune. » Amélie s'approcha discrètement. Le propriétaire du domaine, un homme grand aux cheveux poivre et sel coiffés en arrière, se tenait devant la rampe arrière du camion. Il rentrait rarement au domaine, préférant le confort de son appartement parisien à la rusticité de Carcassonne. Sa présence signifiait toujours des changements, rarement en faveur des employés. C'est alors qu'elle l'entendit, un hennissement puissant, à la fois furieux et désespéré, qui semblait déchirer l'air même. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Ce n'était pas le hennissement d'un cheval ordinaire. « Allez, sortez-le !» ordonna Laurent. Deux hommes remontèrent dans le camion et des bruits de lutte s'ensuivirent. Des jurons, des coups contre les parois métalliques, puis soudain, une masse noire jaillit de la rampe. Un étalon d'une taille impressionnante, au pelage d'un noir si profond qu'il semblait absorber la lumière. Sa crinière sauvage flottait autour de son encolure puissante, tandis qu'il se cabrait, tentant d'échapper aux cordes qui le maintenaient. Amélie retint son souffle. Jamais elle n'avait vu un animal d'une telle majesté et d'une telle fureur. Le cheval saignait aux flancs et aux pattes, là où les cordes avaient entamé sa chair. Ses yeux, injectés de sang, roulaient de terreur et de rage. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit Laurent, s'adressant maintenant aux employés rassemblés. « Un pur sang sauvage des Pyrénées. Les derniers de son espèce vivent encore en liberté dans les montagnes. J'ai payé une petite fortune à des chasseurs pour le capturer. Qu'allez-vous en faire, monsieur ?» osa demander un palefrenier. « En faire ? C'est évident, il sera l'étalon reproducteur de ma nouvelle lignée exclusive. Imaginez des poulains avec cette puissance, cette endurance, mais domptés, bien sûr. » Il sourit avec satisfaction. « Il s'appelle Tempête. Approprié, n'est-ce pas ? Il était né pendant un orage terrible, m'a-t-on dit. » Amélie sentit son cœur manquer un battement. Un orage terrible, comme celui qui avait accompagné sa propre naissance, la nuit où sa mère était morte. « Prenez garde », ajouta Laurent en reculant alors que l'étalon donnait un violent coup de sabot qui manqua de peu un des dompteurs. « Il vaut plus que vous tous réunis. » On conduisit Tempête, se débattant férocement, vers l'écurie principale. Des hommes avaient préparé un box renforcé, avec des barreaux plus épais que les autres. L'animal fut poussé à l'intérieur, et la lourde porte se referma sur lui. Immédiatement, il se jeta contre les barreaux, hennissant de rage. « Il faudra du temps pour le briser », dit un des dompteurs en essuyant son front en sueur. « Du temps, nous n'en avons pas », répliqua Laurent. « Je veux qu'il soit prêt à être présenté au Festival du vin. Cela nous donne 3 semaines. »« Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est impossible. Cet animal est trop sauvage. »« Rien n'est impossible avec les bonnes méthodes, » insista Laurent, une lueur dure dans le regard. « Commencez dès demain. Utilisez la privation d'eau s'il le faut. Et les chaînes. Il doit comprendre qui est le maître. » Amélie sentit la nausée l'envahir en entendant ces mots. Elle connaissait les méthodes qu'employaient certains dompteurs. Elle s'éclipsa avant que quiconque ne remarque sa présence. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle ne put trouver le sommeil. Les hennissements de Tempête perçaient régulièrement le silence, résonnant jusqu'à sa fenêtre ouverte. C'étaient des cris de détresse, de colère, mais aussi, Amélie en était certaine, de profonde solitude. Une semaine passa. Les tentatives pour dompter Tempête se soldèrent par 3 hommes blessés et un étalon encore plus sauvage. « C'est un démon, pas un cheval », murmurait-on dans le domaine. Tous évitaient désormais le box renforcé.
se contentant de pousser eau et nourriture à travers les barreaux avec de longues perches. Un après-midi de pluie battante, alors que tous les ouvriers s'étaient réfugiés au sec, Amélie se sentit irrésistiblement attirée vers les écuries. Les hennissements de Tempête avaient changé. Ils contenaient une note de désespoir qui lui serrait le cœur. Le bâtiment était désert. Elle s'avança lentement dans l'allée centrale, ses pas étouffés par la paille humide. Devant le box de Tempête, elle s'immobilisa. L'étalon noir couvert de cicatrices récentes se tenait immobile au fond de son enclos, la tête basse. Au bruit de ses pas, il releva brusquement la tête, ses yeux sauvages se fixant sur elle. Amélie aurait dû avoir peur. Cet animal avait blessé des hommes 2 fois plus grands et forts qu'elle. Mais au lieu de s'enfuir, elle s'assit lentement sur le sol, à distance respectueuse des barreaux. De sa poche, elle sortit un petit objet en bois, une flûte rudimentaire que son grand-père occitan lui avait offerte avant de mourir. Elle la porta à ses lèvres et commença à jouer. Une mélodie simple, pastorale, que sa grand-mère lui avait apprise, parlant de montagne et de liberté. « Je sais aussi ce que c'est d'être invisible », murmura-t-elle entre 2 notes, sans attendre de réponse. À sa grande surprise, Tempête cessa de hennir. Il resta immobile, ses oreilles maintenant tournées vers elle, écoutant. Pendant 1 heure entière, fille et cheval demeurèrent ainsi, séparés seulement par les barreaux de fer, unis par la musique qui emplissait le silence de l'écurie. Quand finalement Amélie se leva pour partir, ne voulant pas être découverte, Tempête ne se jeta pas contre les barreaux comme il le faisait avec tous les autres humains. Il l'observa simplement, les naseaux dilatés, la respiration plus calme, comme s'il reconnaissait en elle quelque chose de familier, une âme également blessée, née sous le même ciel orageux. Cette nuit-là, Amélie rêva qu'elle courait dans une prairie infinie aux côtés de Tempête. Dans son rêve, il n'y avait ni barrière, ni blessure, ni passé douloureux. Seulement la liberté partagée de 2 êtres galopant sous un ciel immense. Elle se réveilla en sursaut, les premiers rayons de l'aube filtrant à travers sa lucarne. Un hennissement lointain lui parvint depuis les écuries, comme un écho de son rêve. En se frottant les yeux, Amélie revit le regard de Tempête lorsqu'elle avait joué de la flûte pour lui. Ses yeux que tous décrivaient comme fous lui avaient semblé simplement blessés, profondément blessés. Elle s'habilla rapidement et descendit l'escalier en évitant soigneusement les marches qui grinçaient. Son père dormait encore, terrassé par le vin de la veille. Sur la table de la cuisine, une bouteille vide témoignait de sa solitude nocturne. Dehors, l'air était encore frais, chargé de rosée et du parfum des vignes environnantes. Amélie pressa le pas vers les écuries. Elle voulait y être avant l'arrivée des palefreniers et surtout avant celle des dompteurs engagés par M. Laurent. En approchant du bâtiment, elle entendit déjà les bruits caractéristiques des séances de dressage, claquements de fouet, cris des hommes et les hennissements furieux de Tempête. Son cœur se serra. Elle était arrivée trop tard. Se glissant par une porte latérale, Amélie se faufila jusqu'à un endroit d'où elle pouvait observer sans être vue. 3 hommes entouraient le box de Tempête. L'un d'eux, grand et large d'épaules, agitait un fouet à longue lanière de cuir. « Il faut qu'il comprenne qui commande », disait-il aux autres. « Pas d'eau aujourd'hui. La soif le rendra plus docile. » Tempête se cabrait dans son box, ses sabots martelant violemment les parois. Une nouvelle blessure saignait sur son flanc, là où le fouet l'avait touché. « Jamais vu un animal aussi têtu », grommela un autre homme. « Il a failli m'arracher le bras hier. »« Monsieur Laurent s'impatiente », répondit le premier. « Il veut des résultats avant le festival. Demain, on essaie les chaînes. » Amélie sentit la nausée l'envahir. Les chaînes, elle savait ce que cela signifiait. Attacher les jambes du cheval pour le forcer à se soumettre, parfois jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Les hommes finiraient par partir, laissant Tempête seule, haletant et tremblant de rage. Amélie attendit que leur voix se soit éloignée avant de sortir de sa cachette. Elle s'approcha lentement du box, sa flûte serrée dans sa main. Tempête la repéra immédiatement, ses oreilles se dressant dans sa direction. Il souffla bruyamment par les naseaux, mais ne se jeta pas contre les barreaux comme il le faisait avec les dompteurs. « Bonjour, Tempête », murmura-t-elle en s'asseyant à la même place que la veille.
Je suis revenu, comme promis. » Elle commença à jouer, une mélodie différente cette fois, plus douce, presque une berceuse. Tempête resta immobile, ses yeux sombres fixés sur elle. Après quelques minutes, il s'approcha lentement, s'arrêtant à mi-distance entre le fond du box et les barreaux. « Ils ne comprennent pas, » dit Amélie entre deux mélodies. « Ils pensent que la force peut tout soumettre. Mais toi et moi, nous savons que certaines choses ne se brisent pas. Elles se transforment simplement en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. » Elle parlait doucement, en occitan ancien que sa grand-mère lui avait enseigné. Les mots coulaient comme l'eau d'un ruisseau, sans qu'elle sache vraiment si Tempête les comprenait. Mais le son semblait l'apaiser. « Nassem sou et madeish seu, tu et Joe, ajouta-t-elle, nés sous le même ciel, toi et moi. » Chaque matin suivant, Amélie se leva avant l'aube pour passer 1 heure avec Tempête avant l'arrivée des dompteurs. Chaque soir, elle revenait après le coucher du soleil, quand le domaine s'assoupissait. Un rituel s'établit naturellement. D'abord la musique de la flûte, puis les paroles douces en occitan, et enfin, après plusieurs jours, elle osa s'approcher davantage des barreaux. Tempête recula immédiatement. « D'accord, » dit-elle en reculant aussi. « Je respecte ta distance. » Le lendemain, quand elle s'approcha à nouveau, il recula moins loin. Le jour suivant, encore moins. C'était une danse lente, un dialogue silencieux, où chaque pas avait un sens. Pendant ce temps, M. Laurent intensifiait la pression sur ses employés. Un matin, alors qu'Amélie se cachait derrière une pile de foin, elle l'entendit hurler contre le chef des dompteurs. « Je me fiche de vos méthodes. Domptez cette bête avant le festival. J'ai invité des acheteurs du monde entier pour voir ce spécimen exceptionnel. Je n'accepterai pas l'échec. » Les méthodes devinrent plus brutales. Des chaînes apparurent, puis des éperons plus longs, plus acérés. Chaque jour, Amélie découvrait de nouvelles blessures sur le corps de Tempête. Et pourtant, chaque jour, il semblait l'attendre, reconnaissant son pas léger dans le couloir des écuries. Un soir, après une séance particulièrement violente, Amélie trouva Tempête saignant abondamment d'une entaille profonde à l'épaule. Sans réfléchir, elle se glissa dans le couloir devant son box, plus près qu'elle ne s'était jamais aventurée. « Laisse-moi t'aider » murmura-t-elle, sortant un mouchoir propre de sa poche. Tempête renacla, méfiant, mais ne recula pas. Très lentement, Amélie tendit le bras entre les barreaux, le mouchoir humidifié à la main. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que le cheval ne l'entende. Un mouvement brusque de sa part, et il pourrait lui briser le bras d'un coup de dent ou de sabot. Pendant ce qui lui sembla une éternité, le temps resta suspendu. Puis, incroyablement, Tempête avança d'un pas, puis d'un autre. Il s'arrêta juste assez près pour qu'Amélie puisse effleurer son épaule blessée du bout des doigts. « Je ne te ferai jamais de mal », promit-elle alors que le tissu touchait délicatement la plaie. Tempête frémit, mais ne se déroba pas. C'était la première fois qu'il acceptait volontairement le contact d'un humain depuis sa capture. « Qu'est-ce que tu fais là, petite ?» La voix fit sursauter Amélie. Elle se retourna vivement pour découvrir Claudette, la vieille cuisinière, une lanterne à la main, qui l'observait avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Je le soigne », balbutia Amélie, s'attendant à être réprimandée. Claudette s'approcha prudemment, gardant une distance respectueuse du box. « C'est donc vrai ce que racontent les palefreniers, » murmura-t-elle. « Tu parles avec le démon noir. »« Il n'est pas un démon, » protesta Amélie. « Il a peur et il souffre, c'est tout. » La vieille femme l'étudia un long moment, puis hocha la tête comme si elle prenait une décision. « Ma grand-mère était guérisseuse dans le Languedoc, » dit-elle finalement. « Attends-moi ici. » Elle revint quelques minutes plus tard avec un petit pot en terre cuite. « De l'huile de lavande et de calendula, » expliqua-t-elle en le tendant à Amélie. « Pour les plaies, applique-le doucement sur ses blessures. »« Vous n'allez pas me dénoncer ?» s'étonna la jeune fille. Un sourire ridé apparut sur le visage de Claudette. « Certains dons ne doivent pas être gaspillés, petite. Ma grand-mère aurait reconnu le tien. » À partir de ce soir-là, Amélie eut une alliée. Claudette lui fournissait des herbes médicinales et des conseils pour soigner les blessures de Tempête. Plus surprenante encore, d'autres employés commencèrent à remarquer ce qui se passait. Jean-Luc, le vieux maréchal Ferrand,
l'observa un jour alors qu'elle parlait doucement à Tempête, tout en appliquant un cataplasme sur son jarret. Il ne dit rien. Mais le lendemain, quand les dompteurs approchèrent des écuries, il fit, accidentellement, tomber un seau rempli d'outils, créant une diversion qui permit à Amélie de s'éclipser sans être vue. Marie, la gouvernante, commença à lui glisser des morceaux de pommes ou de carottes pour Tempête. « Mon père élevait des chevaux dans les Cévennes », confia-t-elle à Amélie. Il disait toujours que la gentillesse ouvre plus de portes que la force. Un matin, alors qu'Amélie se rendait à l'école, elle croisa Philippe Laurent, le fils du propriétaire, un jeune homme arrogant de 18 ans qui venait d'arriver de Paris pour les vacances. Il était accompagné de 2 amis de la ville, tous vêtus avec une élégance ostentatoire qui contrastait avec la simplicité rurale de Carcassonne. « Tiens, regardez qui voilà !» ricana Philippe en la pointant du doigt. La fille du gardien ivrogne. Ses amis rirent, détaillant Amélie de la tête aux pieds. Elle baissa les yeux et tenta de passer son chemin, mais Philippe lui barra la route. « On dit que tu passes beaucoup de temps dans les écuries, » continua-t-il. « Tu t'occupes bien de nos bêtes, j'espère. Laissez-moi passer, s'il vous plaît, » murmura Amélie. « Oh, elle parle !» s'exclama l'un des amis. « J'ai cru qu'elle était muette. »« Elle parle aux chevaux !» lança Philippe avec un sourire mauvais. « C'est ce que racontent les domestiques, surtout au nouveau, le sauvage. Peut-être devrions-nous aller voir ce fameux cheval. » Le cœur d'Amélie se serra. Sans répondre, elle contourna rapidement le groupe et s'éloigna sous leur rire moqueur. Ce soir-là, en revenant de l'école, elle trouva les 3 jeunes gens devant le box de Tempête. Philippe tenait une longue cravache et tentait d'obliger l'étalon à s'approcher des barreaux. « Allez, la bête, montre-toi !» ordonnait-il en frappant les barreaux. « Mon père a payé une fortune pour toi. Tu dois bien valoir le coup d'œil. » Tempête s'était réfugiée au fond du box, les oreilles plaquées en arrière, le corps tendu comme un arc. « Arrêtez !» s'écria Amélie en s'avançant. « Vous lui faites peur !» Les 3 garçons se tournèrent vers elle, surpris, puis amusés. « Regardez qui vient à la rescousse !» se moqua Philippe. « La sorcière et sa bête. »« Olé la bruja !» lança un de ses amis avec un accent espagnol exagéré. « Elle va nous jeter un sort. »« Montrez-nous comment tu lui parles !» exigea Philippe, une lueur cruelle dans les yeux. « On veut voir ton numéro de charmeuse. »« Ce n'est pas un numéro, » protesta Amélie, la gorge serrée. « Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. »« Regardez la sorcière qui parle au démon !» s'exclama Philippe plus fort, attirant l'attention de quelques palefreniers qui passaient. « Vas-y, parle-lui maintenant. » Amélie resta immobile, les joues brûlantes d'humiliation. L'un des garçons ramassa une poignée de paille mêlée à la boue du sol et la lui jeta au visage. « Peut-être qu'elle ne parle qu'occitan, comme les vieux débris de ce village, » ricana-t-il en imitant grossièrement l'accent local. Ce qui se passa ensuite fut si soudain que personne n'eut le temps de réagir. Tempête, qui observait la scène depuis le fond de son box, bondit soudain vers les barreaux avec une violence inouïe. Ses sabots avant frappèrent le métal avec une force qui ébranla toute la structure, produisant un son fracassant. Son hennissement de fureur résonna dans toute l'écurie comme le cri d'une créature préhistorique. Les 3 garçons reculèrent précipitamment, le visage soudain pâle. Philippe trébucha et tomba dans la paille souillée. « Ce cheval est fou !» balbutia-t-il en se relevant maladroitement. « Il aurait pu me tuer !» Ils s'enfuirent rapidement, abandonnant la cravache sur le sol. Amélie resta seule, tremblante, face à Tempête qui s'était calmée dès leur départ, mais continuait à fixer l'endroit où il s'était tenu, comme s'il montait la garde. « Tu m'as défendu », murmura-t-elle, incrédule. Cette nuit-là, incapable de dormir après l'incident, Amélie se glissa hors de la maison. La lune était pleine, baignant les vignes d'une lueur argentée. Dans la cuisine principale, elle déroba quelques pommes, les dissimulant dans les poches de sa jupe. Les écuries étaient silencieuses et sombres. Seul un rayon de lune pénétrait par une lucarne, éclairant faiblement le couloir central. Amélie s'approcha du box de Tempête, encore ébranlée par les événements de la journée. « C'est moi », chuchota-t-elle. L'étalon noir s'avança immédiatement, reconnaissant sa voix. Dans la pénombre, ses yeux brillaient comme 2 étoiles sombres. « J'ai apporté quelque chose pour toi », dit-elle en sortant une pomme de sa poche. Elle hésita, puis,
prenant une profonde inspiration, s'approcha plus près des barreaux qu'elle ne l'avait jamais fait. Tempête avança brusquement, et Amélie se figea, le cœur battant à tout rompre. Il était suffisamment près pour la blesser gravement s'il le voulait. L'étalon s'arrêta à quelques centimètres d'elle, ses naseaux dilatés humant son odeur. Lentement, très lentement, Amélie tendit la main qui tenait la pomme. Pendant de longues secondes, le temps sembla suspendu. Puis, avec une délicatesse infinie, l'immense cheval noir, que personne n'avait pu toucher sans violence, étendit prudemment le museau et accepta le fruit de ses doigts. Tandis que les doigts d'Amélie effleuraient brièvement le museau velouté de Tempête, une larme coula sur sa joue, non de peur ou de tristesse, mais de reconnaissance, car dans ses yeux que tous qualifiaient de fous, elle ne voyait qu'une solitude profonde qui reflétait la sienne, et dans cet instant silencieux, une promesse mutuelle scellait le destin de deux êtres brisés par le monde. La confiance naissante entre Amélie et Tempête grandissait jour après jour, comme une fleur fragile s'épanouissant malgré un sol aride. Chaque matin avant l'aube et chaque soir après le crépuscule, la jeune fille se glissait dans les écuries, son petit sac de toile contenant sa flûte, quelques pommes et maintenant les remèdes de Claudette. Amélie avait rapidement compris que la méthode traditionnelle, celle qui consistait à briser la volonté de l'animal, ne fonctionnerait jamais avec Tempête. Alors elle avait développé sa propre approche. « Le secret », murmurait-elle au chat tigré qui l'accompagnait parfois, « c'est d'observer et de répondre. Quand il recule, je recule. Quand il avance, je reste immobile. » Ce matin-là, après avoir vérifié que les dompteurs n'étaient pas encore arrivés, Amélie s'installa près du box de Tempête. L'étalon s'approcha immédiatement des barreaux, son grand corps noir frémissant d'une énergie contenue. Ses yeux, que les hommes de Laurent qualifiaient de possédés, semblaient plus clairs quand il se posait sur elle. « Bonjour mon beau », dit-elle doucement en occitan. « Comment sont tes blessures aujourd'hui ?» Tempête souffla doucement par les naseaux, comme s'il répondait à sa question. Amélie nota que l'entaille sur son épaule cicatrisait bien grâce à l'onguent de Claudette, mais de nouvelles marques rouges striaient son flanc, vestige de la séance d'hier avec les dompteurs. « Ces hommes sont stupides », soupira-t-elle en sortant un linge propre et le pot d'onguent. « Ils ne voient pas que plus ils te blessent, plus tu résistes. » Elle tendit lentement la main entre les barreaux. Tempête s'ébroua, méfiant. Amélie ne força pas, retirant légèrement sa main. « D'accord, pas maintenant. Je respecte ton choix. » Elle commença plutôt à jouer de sa flûte, une mélodie ancienne que sa grand-mère lui avait apprise, un air qui parlait de montagnes brumeuses et de liberté. Sous ses doigts, la petite flûte occitane laissait échapper des notes qui semblaient flotter dans l'air matinal comme des gouttes de rosée. Tempête écoutait, immobile, ses oreilles orientées vers la musique. Après quelques minutes, il s'approcha de nouveau, plus près cette fois. Amélie continua à jouer tout en tendant délicatement le linge imbibé d'onguent. Cette fois, l'étalon ne recula pas. Il laissa le tissu effleurer son flanc blessé. « Voilà », murmura-t-elle. « Doucement, nous avons tout notre temps. » Les bruits de bottes sur les pavés de la cour l'alertèrent. Les hommes de Laurent arrivaient. Amélie rangea rapidement ses affaires et se faufila par une porte latérale, non sans avoir jeté un dernier regard à Tempête. « À ce soir », promit-elle silencieusement. Plus tard dans la matinée, cachée derrière une charrette de foin, Amélie observa une confrontation entre M. Laurent et le chef des dompteurs. Le propriétaire avait fait le déplacement depuis Paris spécialement pour évaluer les progrès. « 2 semaines et toujours rien ?» rugit Laurent, le visage cramoisi de colère. « Je vous paie une fortune pour dompter cet animal. » Le dompteur, un homme à la peau tannée par le soleil et aux mains calleuses, secouait la tête. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cet étalon est différent. Il ne répond pas aux méthodes habituelles. »« Je me fiche de vos excuses, » trancha Laurent. « Doublez les séances, utilisez les entraves, le mort le plus sévère s'il le faut. Je veux cet animal présentable pour le festival du vin. »« Mais, monsieur, si nous intensifions maintenant, il pourrait... » « Silence, » coupa Laurent. « Je n'accepterai pas l'échec. Cet étalon représente l'avenir de mon haras. Brisez-le, par tous les moyens nécessaires. » Le cœur d'Amélie se serra en entendant ces paroles.
Elle connaissait les moyens nécessaires dont parlait Laurent, la privation d'eau et de nourriture, les entraves qui empêchaient tout mouvement pendant des heures, parfois des jours. Ce soir-là, quand elle revint aux écuries, Tempête était différent. Il se tenait au fond de son box, tremblant, refusant de s'approcher même quand elle joua de la flûte. Ses flancs portaient de nouvelles blessures, plus profondes que les précédentes. « Qu'ont-ils fait » murmura-t-elle, horrifiée. « Ils ont commencé le vrai dressage » répondit une voix derrière elle. Amélie se retourna vivement. Jean-Luc, le vieux maréchal Ferrand, se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage buriné grave dans la pénombre. « Les entraves aux 4 membres, pendant 3 heures » continua-t-il en s'approchant lentement. « Et le mors espagnol, celui avec les pointes qui déchirent de la bouche au moindre mouvement. »« C'est de la torture » souffla Amélie, les larmes aux yeux. Jean-Luc hocha la tête, ses yeux plissés observant Tempête avec compassion. « C'est ainsi qu'on a toujours fait, briser leur esprit pour qu'ils obéissent. Mais ça ne fonctionne pas avec lui. »« Non, » admit le vieil homme. « Il a quelque chose de différent, celui-là. »« Une âme ancienne, » dirait ma tante Marguerite. Il observa Amélie un moment avant d'ajouter. « Elle avait le don aussi, ma tante, le don de parler aux bêtes. »« Je ne leur parle pas vraiment, » protesta faiblement Amélie. « Je les écoute, c'est tout. » Jean-Luc sourit, creusant davantage les rides autour de ses yeux. « C'est justement ça, le don. Écoutez ce que personne d'autre n'entend. » Il se tourna pour partir, puis ajouta. « Demain, ils commenceront plus tôt. Je ferai tomber quelques seaux vers 6 heures. Ça devrait te donner une dizaine de minutes. » Amélie le regarda s'éloigner, stupéfaite par ce soutien inattendu. Puis elle reporta son attention sur Tempête, toujours recroquevillée au fond de son box. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Tellement désolée pour ce qu'ils te font. » Cette nuit-là, au lieu de jouer de la flûte, elle s'assit simplement près des barreaux et commença à parler. Elle raconta à Tempête les montagnes qu'elle n'avait jamais vues, mais dont sa grand-mère lui avait tant parlé. Elle décrivit les vallées profondes des Pyrénées, les forêts de pins et les prairies d'altitude, où les chevaux sauvages galopaient librement depuis des siècles. « C'est de là que tu viens, » dit-elle doucement. « Tu n'es pas fait pour les boxes et les arènes. Tu es né pour courir sous les étoiles. » Peu à peu, tandis qu'elle parlait, Tempête s'approcha. Non pas jusqu'au barreau, mais suffisamment pour qu'elle puisse voir ses blessures à la lueur de la petite lanterne qu'elle avait apportée. Les anciens Occitans croyaient que certains humains et certains animaux naissent sous la même étoile, continua-t-elle en sortant délicatement le pot d'onguent de Claudette. Des âmes qui se reconnaissent à travers les espèces. Tempête l'observait attentivement, comme s'il pesait chacun de ses mots. Peut-être sommes-nous ainsi, toi et moi, 2 âmes nées pendant la même tempête. Au fil des jours, une routine s'établit. Jean-Luc, Marie ou Claudette créaient des diversions pour qu'Amélie puisse passer plus de temps avec Tempête. L'étalon répondait de mieux en mieux à sa présence, acceptant ses soins avec une confiance grandissante. Un matin particulièrement brumeux, Amélie eut une audace nouvelle. Après avoir vérifié plusieurs fois que personne n'approchait, elle déverrouilla la porte du box et se glissa à l'intérieur. Tempête s'ébroua nerveusement, surpris par ce changement dans leur rituel. Il recula jusqu'au mur opposé, les naseaux dilatés. « Tout va bien », murmura Amélie, le cœur battant la chamade. « Je ne te forcerai à rien. » Elle s'assit simplement sur la paille, à distance respectueuse, et commença à jouer de sa flûte. Le son doux emplit l'espace confiné du box, créant une bulle de calme autour d'eux. Tempête se détendit progressivement, ses muscles puissants cessant de trembler sous sa peau luisante. Après une dizaine de minutes, il fit un pas vers elle, puis un autre. Amélie continua à jouer, même si ses doigts tremblaient légèrement. L'étalon s'approcha jusqu'à se tenir juste devant elle, son souffle chaud effleurant le haut de sa tête. Lentement, très lentement, Amélie leva une main. Tempête renifla ses doigts, puis, dans un geste qui lui coupa le souffle, abaissa légèrement sa tête pour frôler sa paume. « Merci de ta confiance », chuchota-t-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Cet instant fragile fut brutalement interrompu par des voix qui approchaient. Amélie se glissa rapidement hors du box, le cœur encore emballé par l'émotion de ce premier vrai contact.
Les jours suivants virent de nouveaux progrès, toujours infimes, mais significatifs. Tempête acceptait maintenant qu'elle touche son encolure, ses flancs, même ses jambes quand elle nettoyait ses blessures. Mais en parallèle, les séances avec les dompteurs devenaient plus brutales, créant un cycle destructeur. Plus ils étaient violents, plus Tempête résistait, ce qui justifiait à leurs yeux une violence accrue. « Il ne tiendra pas jusqu'au festival », confia Claudette à Amélie un soir, en lui remettant un nouveau pot d'onguent. Son corps peut-être, mais son esprit. J'ai vu des chevaux abandonnés, petite. Ils regardent dans le vide, ils cessent de se battre. Parfois, ils refusent même de manger. Il ne se rendra pas, affirma Amélie avec une conviction qui surprit la vieille cuisinière. Il est trop fier. La fierté ne protège pas du fouet, soupira Claudette. Mais peut-être que l'amour, oui. Cet après-midi-là, le ciel s'assombrit brusquement. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus du domaine, et le vent se leva, faisant claquer les volets, et gémir la charpente des bâtiments les plus anciens. « Une tempête arrive !» annonça Jean-Luc en scrutant l'horizon. « Une grosse, comme celle de ta naissance, petite. » Amélie frissonna. Les orages la terrifiaient, depuis toujours. Un vestige, peut-être, de cette nuit dramatique où elle était venue au monde tandis que sa mère le quittait. Le premier éclair déchira le ciel alors que les ouvriers rentraient précipitamment les outils et attachèrent les bâches sur les charrettes. Un coup de tonnerre suivit presque immédiatement, si puissant qu'il sembla ébranler la terre elle-même. Et puis, dominant même le vacarme de l'orage, un hennissement déchirant retentit depuis les écuries. Amélie sut immédiatement que c'était tempête. Sans réfléchir, elle courut à travers la cour balayée par la pluie. En arrivant aux écuries, elle trouva plusieurs hommes qui tentèrent d'approcher du box de tempête. L'étalon, pris de panique, se jetait contre les parois avec une violence inouïe, ses sabots martelant le bois et le métal. Du sang coulait déjà de son épaule où il s'était blessé contre les barreaux. « Il va se tuer !» cria un des palefreniers par-dessus le vacarme. « Ou nous tuer si on entre là-dedans !» répliqua un autre en reculant précipitamment lorsque Tempête lança ses sabots avant contre la porte, faisant plier le métal. Amélie poussa les hommes pour s'approcher. « Laissez-moi passer. »« N'y va pas !» l'avertit un des dompteurs, la retenant par le bras. « Il est fou de terreur. Il va te piétiner. » Un nouvel éclair illumina le bâtiment, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Tempête hennit de plus belle, ses yeux roulant de panique dans leurs orbites. Amélie se dégagea d'un mouvement brusque. « Il a besoin de moi. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle déverrouilla la porte du box et se glissa à l'intérieur, trempée par la pluie qui s'infiltrait par le toit endommagé. « Non !» crièrent plusieurs voix à l'unisson, certaines que la jeune fille allait être piétinée. Tempête se cabra à son entrée, ses sabots battant l'air dangereusement près de sa tête. Amélie ne recula pas. Elle s'accroupit simplement au sol, se faisant plus petite, moins menaçante, et commença à chanter. Non pas à jouer de la flûte, mais à chanter d'une voix douce une berceuse occitane que sa grand-mère lui chantait les nuits d'orage. « Drom, Drom, mon petit, la nuit es venguda. » Les mots anciens s'élevèrent au-dessus du vacarme de la tempête, fragile mais persistant comme une flamme de bougie dans le vent. Tempête continua à s'agiter quelques instants, puis, progressivement, ses mouvements devinrent moins frénétiques. Ses oreilles, auparavant plaquées contre sa tête, se redressèrent légèrement, s'orientant vers la source de la mélodie. Amélie continua à chanter, sa voix se raffermissant à mesure que la panique de Tempête diminuait. L'étalon s'immobilisa finalement, haletant, ses flancs luisants de sueur et de pluie, ses jambes tremblantes d'épuisement. Dans un geste qui stupéfia tous les témoins massés à l'entrée du box, Tempête s'approcha lentement d'Amélie. Il renifla ses cheveux mouillés, puis, dans un mouvement d'une grâce infinie pour une créature si puissante, fléchit les genoux et s'allongea délicatement dans la paille à côté d'elle. Amélie continua à chanter tout en sortant son linge et l'onguent de Claudette pour soigner la nouvelle blessure à l'épaule. Tempête frémit au premier contact mais ne se déroba pas, acceptant ses soins tandis que la tempête continuait à rugir au dehors. Pour l'étonnement de tous les présents, l'énorme étalon noir qui avait envoyé 3 hommes à l'hôpital se calme graduellement sous la voix d'Amélie,
et, dans un geste qui laisse les palefreniers bouche bée, se couche précautionneusement à côté de la jeune fille dans la paille, permettant qu'elle soigne ses blessures, tandis que l'orage continue à gronder dehors, comme si deux âmes tourmentées avaient enfin trouvé refuge, l'une dans l'autre. L'aube se levait sur le domaine Laurent, baignant les vignobles de lumière dorée. Dans l'écurie principale, Amélie s'éveilla en sursaut, momentanément désorientée. Elle était encore dans le box de tempête, adossée contre son flanc puissant. La tempête de la veille s'était dissipée, laissant derrière elle un ciel lavé et un silence presque surnaturel. Les talons noirs dormaient paisiblement, sa respiration profonde et régulière soulevant doucement le corps de la jeune fille. Des chuchotements attirèrent de son attention. Plusieurs silhouettes se dessinaient à l'entrée du box, observant la scène avec stupéfaction. Des palefreniers, 2 dompteurs, et même le contremaître du domaine se tenaient là, figés dans une fascination mêlée d'incrédulité. « Elle a dormi avec la bête toute la nuit », murmurait l'un d'eux. « Et il ne lui a rien fait. J'ai jamais vu ça en 30 ans de métier », répondit un autre en secouant la tête. Amélie se redressa lentement, prenant soin de ne pas réveiller brusquement Tempête. L'étalon ouvrit un œil, puis l'autre, mais resta étonnamment calme malgré la présence des hommes à proximité. Il se contenta de renifler les cheveux d'Amélie, comme pour s'assurer qu'elle allait bien. Le miracle de l'écurie, souffla le contremaître en se signant rapidement. Les nouvelles se propagèrent dans le domaine avec la rapidité d'un feu de broussailles. Avant même l'heure du petit déjeuner, tout le personnel savait qu'Amélie Dupont, la fille du gardien ivrogne, avait passé la nuit dans le box du démon noir et en était ressortie sans une égratignure. À midi, l'histoire avait atteint le village. Au café de la place, les conversations ne tournaient qu'autour de cet événement extraordinaire. Amélie, qui s'était faufilée jusqu'à la boulangerie pour chercher du pain, entendit son nom murmuré à plusieurs reprises tandis qu'elle passait devant les tables extérieures. « La voilà », dit quelqu'un assez fort pour qu'elle l'entende. La fille qui chuchote aux chevaux. Madame Rousseau l'accueillit avec un sourire plus large que d'habitude. « Ah, ma petite, tout le monde parle de toi aujourd'hui. »« Ce n'est rien, » murmura Amélie, gênée par cette attention soudaine. « J'ai juste calmé un cheval effrayé par l'orage. »« Ce n'est pas ce que j'ai entendu, » répliqua la boulangère en lui tendant non pas un pain de la veille, mais une miche fraîche et encore chaude. « On dit que tu as fait ce que personne n'a réussi à faire depuis des semaines, gagner la confiance de cette créature sauvage. » En sortant de la boulangerie, Amélie aperçut le vieux père Thomas qui traversait la place. Le prêtre fronça les sourcils en la voyant et fit ostensiblement un signe de croix. « Ce n'est pas naturel, cette connexion, » l'entendit-elle marmonner. « Cet enfant a quelque chose d'étrange. »« Absurdité !» La voix forte de Madame Rousseau retentit derrière Amélie. La boulangère s'était avancée sur le pas de sa porte, les poings sur les hanches. « La petite a le don des anciens Occitans, rien de plus. Ma grand-mère aussi savait parler aux bêtes, et elle était plus pieuse que vous, mon père. » Plusieurs villageois rirent sous cape, tandis que le prêtre s'éloignait à grands pas indignés. Amélie adressa un sourire reconnaissant à Madame Rousseau, avant de reprendre le chemin du domaine, le cœur étrangement léger malgré l'agitation qu'elle avait provoquée. À son retour, elle trouva une agitation inhabituelle près des écuries. Une voiture noire rutilante était garée dans la cour, et plusieurs personnes en costume s'affairaient autour. Monsieur Laurent lui-même, reconnaissable à sa haute silhouette et à son éternel costume 3 pièces, donnait des ordres d'une voix forte. Amélie tenta de se faufiler discrètement vers la maison du gardien, mais Laurent l'aperçut et lui fit signe d'approcher. Le cœur battant, elle obéit. « Alors c'est vous, la dompteuse miraculeuse », dit-il en l'examinant avec un mélange de scepticisme et de curiosité. « Comment une gamine a-t-elle réussi là où mes meilleurs hommes ont échoué ?» Amélie baissa les yeux, mal à l'aise sous ce regard d'inquisiteur. « Je ne l'ai pas domptée, monsieur. Je me suis contenté de communiquer avec lui. » Laurent émit un petit rire sec. « Communiquer ? Avec un cheval ? Voyez-vous ça ?» Il se tourna vers les hommes qui l'accompagnaient, visiblement des associés ou des clients. « Messieurs, voici notre petit phénomène local. Elle prétend parler le langage des chevaux. » Les hommes ricanèrent poliment, mais leurs regards étaient désormais fixés sur Amélie avec un intérêt nouveau.
À partir de maintenant, déclara Laurent en se tournant à nouveau vers elle, vous êtes officiellement chargé du dressage de Tempête. Mais je ne sais pas dresser les chevaux, protesta faiblement Amélie. Vous savez visiblement quelque chose que mes experts ignorent, répliqua Laurent avec impatience. En 3 semaines, je veux cet animal prêt à être monté pour le festival du vin, avec selle, bride, le harnachement complet. Monsieur, je ne crois pas que Tempête acceptera jamais. Je ne vous demande pas votre avis, mademoiselle, coupa Laurent. Je vous donne une opportunité, saisissez-la. Ou préférez-vous que votre père et vous retourniez à votre ancienne vie? La menace était à peine voilée. Amélie savait ce que signifiait l'ancienne vie, avant que son grand-père ne les recommande au domaine Laurent. La misère dans une cabane à la lisière du village, son père cherchant du travail à la journée, elle-même peut être placée comme servante dans une ferme éloignée. « J'essaierai, monsieur », murmura-t-elle finalement. « Bien », conclut Laurent avec satisfaction. « Mes associés sont impatients de voir les résultats de votre méthode particulière. » Les jours suivants prirent un rythme nouveau. Amélie passait désormais tout son temps libre avec Tempête, officiellement chargée de son dressage. Mais sa méthode n'avait rien à voir avec celle des dompteurs précédents. Au lieu de forcer les talons à accepter selle et bride, elle l'emmenait chaque matin dans le petit paddock attenant aux écuries, le laissant simplement se mouvoir en liberté tandis qu'elle restait assise sur la barrière, jouant parfois de sa flûte ou lui parlant doucement. « Ils ne comprennent pas », disait-elle à Jean-Luc qui l'observait un matin. Ils veulent des résultats immédiats, mais avec lui, tout est question de temps et de confiance. Le vieux maréchal Ferrand hochait la tête, contemplant l'étalon noir qui galopait en cercle gracieux autour d'Amélie. « Tu as raison, petite, mais Laurent n'est pas homme à comprendre ces choses-là. Pour lui, un cheval est un outil, un investissement, pas un être vivant avec sa propre volonté. » Philippe Laurent, revenu de Paris pour les vacances, observait ces séances avec un mépris grandissant. Le fils du propriétaire, héritier présomptif du domaine, ne supportait pas l'attention que son père accordait soudain à cette fille de rien. « Tu perds ton temps, père », l'entendit un jour Amélie dire à Laurent. « Cette servante te mène en bateau. Regarde-la. Pas de cravache, pas de mort, pas de selle. Comment espères-tu présenter cet animal au festival ?» Ce que Philippe détestait par-dessus tout, c'était la façon dont l'étalon répondait à Amélie. Quand elle l'appelait, Tempête venait à elle. Quand elle lui demandait de s'arrêter, il s'immobilisait, sans cri, sans coercition. Juste cette communication silencieuse qui échappait à tous les autres. Un après-midi, alors qu'Amélie avait été appelée à la cuisine principale par Claudette, Philippe vit sa chance. Accompagné de 2 palefreniers qui n'osaient pas lui désobéir, il se dirigea vers le box de Tempête. Il est temps de montrer à cette fille comment on dresse véritablement un cheval, déclara-t-il en saisissant une selle et une bride cloutée. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Monsieur Philippe, cet étalon n'accepte ses équipements de personne, sauf peut-être de la fille. Ridicule, trancha Philippe. C'est un animal, pas un être pensant. La force est le seul langage qu'il comprenne vraiment. Ce qui suivit fut un désastre prévisible. Dès que les hommes tentèrent d'entrer dans le box avec l'équipement, Tempête se cabra violemment. Philippe, convaincu que sa présence autoritaire suffirait à intimider l'animal, s'avança malgré les avertissements. L'étalon noir, paniqué par la vue du mort qu'il associait désormais à la douleur, frappa des antérieurs avec une puissance terrifiante. Philippe fut projeté contre la paroi du box, son bras droit heurtant violemment un montant métallique. Le craquement sinistre fut audible même par-dessus les hennissements furieux de Tempête. Les cris alertèrent tout le domaine. Amélie accourut, le cœur battant, pour trouver un chaos total aux écuries. Philippe était évacué sur une civière improvisée, le visage blême de douleur, tandis que son père, livide de rage, criait des ordres. « Abattez cette bête immédiatement, je veux sa tête !»« Non !» s'écria Amélie en se précipitant devant le box où Tempête continuait à s'agiter. « Ce n'est pas sa faute. Il a eu peur, c'est tout. » Laurent se tourna vers elle, la fureur déformant ses traits habituellement composés. « Pas sa faute. Cette créature démoniaque a brisé le bras de mon fils. Et c'est vous qui l'avez rendue ainsi, indisciplinée, dangereuse. Il n'a jamais été indiscipliné avec moi.
protesta Amélie, les larmes aux yeux. C'est parce qu'ils ont essayé de le forcer. Silence, rugit Laurent. Vous êtes virés, vous et votre père ivrogne. Quittez mon domaine avant la nuit. Une petite foule s'était formée autour d'eux. Palefreniers, cuisinières, jardiniers, tous les employés du domaine observèrent la scène avec appréhension. « S'il vous plaît, » supplia Amélie, tombant presque à genoux. « Donnez-moi une chance, une dernière chance de vous montrer. »« Pourquoi le ferais-je » demanda Laurent, glacial. « Parce que vous avez investi une fortune dans cet étalon, » intervint Jean-Luc, s'avançant courageusement. « Et que les acheteurs internationaux viennent dans 2 semaines pour le festival. Vous voulez leur montrer quoi? Un cadavre ?» Laurent hésita, clairement tiraillé entre sa colère et son sens des affaires. « Une démonstration », proposa rapidement Amélie, saisissant cette hésitation. « Une démonstration publique pendant le festival. Si je ne peux pas vous montrer qu'il peut être monté, vous ferez ce que vous voudrez. »« Monté ?» répéta Laurent avec incrédulité. « Cet animal a refusé tout cavalier jusqu'à présent. »« Il m'acceptera », affirma Amélie avec une conviction qui surprit même ceux qui la soutenaient. Pendant un long moment, Laurent la dévisagea, cherchant peut-être à déceler une faille dans sa détermination. Finalement, il hocha sèchement la tête. « Très bien, une démonstration au festival. S'il peut être monté correctement, avec un équipement complet, je reconsidérerai ma décision. Sinon… » Il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Amélie acquiesça, le cœur battant. « Merci, monsieur. » Alors que la foule se dispersait et que Laurent partait superviser le transport de son fils à l'hôpital, Claudette s'approcha discrètement d'Amélie. « Tu as 2 semaines, petite, » murmura-t-elle gravement. « Mais sache une chose, il n'est pas le premier cheval que Laurent détruit. » La veille du festival, sous le clair de lune argenté qui baignait les vignobles ancestraux, Amélie ouvrit silencieusement la stalle de Tempête et le conduisit pour la première fois dans le champ ouvert sans aucune attache. Le cœur battant, elle respira profondément et posa doucement sa main sur le dos de l'animal, qui resta immobile, comme une statue noire contre le ciel étoilé, et le monde sembla retenir son souffle à cet instant précédant l'impossible. Le temps sembla suspendre son cours, tandis qu'Amélie, immobile, sentait sous sa paume le dos puissant de Tempête. L'étalon noir restait parfaitement calme, sa respiration régulière soulevant doucement la main de la jeune fille. La lune baignait la scène d'une clarté presque surnaturelle, transformant le pelage de l'animal en un manteau d'obsidienne liquide. Amélie retint son souffle. C'était la première fois qu'elle tentait de monter Tempête, la première fois que quiconque essayait sans contrainte ni violence. Les champs s'étendaient devant eux, vastes et libres, invitant à la course. « Nous pouvons le faire », murmura-t-elle en occitane. « Ensemble. » Dans un mouvement fluide, guidée par l'instinct plus que par l'expérience, elle se hissa sur le dos de l'étalon. Tempête frémit légèrement, mais ne broncha pas. Pendant un instant magique, ils restèrent ainsi, unis dans l'immobilité parfaite, comme une sculpture vivante sous les étoiles. Puis, avec une légère pression des genoux, Amélie donna le signal. Tempête s'élança. Ce n'était pas une course effrénée ni une démonstration de puissance brute. C'était une danse, une communion parfaite entre la jeune fille et l'animal. Sans bride pour le guider, sans étrier pour assurer son équilibre, Amélie se mouvait en harmonie absolue avec Tempête, anticipant chaque foulée, chaque changement de direction. Ils traversèrent ainsi les champs endormis, invisibles à tous, sauf à Jean-Luc et quelques ouvriers fidèles qui, postés sur la colline comme des sentinelles, observaient le miracle avec des larmes silencieuses coulant sur leurs visages burinés par le travail. L'aube pointait à peine lorsqu'Amélie ramena Tempête aux écuries, épuisée mais euphorique. Cette nuit avait scellé quelque chose entre eux, une alliance que nul ne pourrait briser. « Demain, » chuchota-t-elle en le reconduisant dans son box, « nous montrerons au monde ce que signifie la vraie confiance. » La journée du festival s'annonça radieuse. Dès les premières heures, le domaine Laurent fut envahi par une armée d'ouvriers, de décorateurs et de serveurs. Des tentes blanches élégantes s'élevèrent entre les rangées de vignes. Des tables furent dressées, couvertes de nappes immaculées et de vaisselle étincelante. Les premières voitures de luxe commencèrent à arriver avant midi,
déversant leur flot de visiteurs élégants, politiciens en costumes sur mesure, aristocrates arborant des chapeaux extravagants, acheteurs internationaux à l'accent distingué. Amélie observait cette agitation depuis l'entrée des écuries, son cœur battant d'appréhension. Ce monde-là n'était pas le sien. Ces gens, avec leur rire mesuré et leur regard condescendant, appartenaient à un univers qu'elle n'avait jamais côtoyé. Mademoiselle Dupont. La voix de Monsieur Laurent la fit sursauter. Il se tenait derrière elle, tenant à la main une grande boîte plate. « Voici votre tenue pour la démonstration », dit-il en lui tendant le paquet. « Je l'ai fait venir spécialement de Paris. » Amélie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un ensemble de montres féminins traditionnelles, une redingote bleu marine finement taillée, une jupe d'Amazone assortie, des bottes en cuir souple et une cravache élégante. Le tout devait coûter plus que ce que son père gagnait en 6 mois. « Merci, monsieur. Mais… » Elle hésita, cherchant ses mots pour ne pas offenser son employeur. « Je ne pense pas que ce soit approprié pour Tempête. » Laurent fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? C'est la tenue traditionnelle d'une écuyère de qualité. »« Oui, mais notre approche n'est pas traditionnelle, » expliqua doucement Amélie. « Et cette cravache ? Tempête a été tellement battue. »« Vous représenterez mon domaine aujourd'hui, » coupa Laurent, son ton devenant glacial. « Vous porterez cette tenue et utiliserez l'équipement approprié, selle, bride, tout ce qu'il faut. » Il désigna un ensemble complet de harnachements que 2 palefreniers apportaient, une selle en cuir luxueuse ornée du monogramme Laurent, un mors complexe en acier poli, des rênes et une martingale. « Monsieur, Tempête n'a jamais accepté ces choses, » protesta Amélie, sentant la panique monter en elle. « Nous travaillons différemment, lui et moi. »« Je me moque de vos méthodes fantaisistes, » trancha Laurent. « Ceci est une démonstration professionnelle devant l'élite européenne, pas un numéro de cirque avec une sauvageonne et un cheval à moitié dressé. » Il se pencha vers elle, baissant la voix pour que seule Amélie puisse l'entendre. « Écoutez-moi bien. Ou vous montez comme une Amazone respectable, ou l'accord est annulé. Et vous savez ce que cela signifie pour votre père et vous. » La menace était claire. Amélie déglutit péniblement. « Je vais essayer, monsieur. » Dès que Laurent s'éloigna, elle se précipita vers le box de Tempête. L'étalon vint immédiatement à sa rencontre, poussant affectueusement son museau contre son épaule. Comment pourrait-elle lui faire subir à nouveau la torture du mors et des sangles serrées? Comment trahir ainsi sa confiance? Avec appréhension, elle approcha la bride du visage de Tempête. L'effet fut instantané. L'étalon recula vivement, secouant la tête, ses yeux s'emplissant soudain de cette peur qu'Amélie avait mis des semaines à apaiser. « Je sais, » murmura-t-elle, écœurée par ce qu'on lui demandait de faire. « Je sais, mon beau. Je n'aime pas ça non plus. » Elle essaya plusieurs fois, avec une patience infinie, de lui présenter le mort. Chaque tentative provoquait la même réaction de recul et de méfiance croissante. Tempête commençait à s'agiter dangereusement dans l'espace confiné du box. Laurent réapparut, accompagné de plusieurs hommes en costume. « Qu'est-ce qui prend si longtemps ?» demanda-t-il avec irritation. « Il n'accepte pas le mort, » répondit Amélie, au bord des larmes. « Il associe ses équipements à la douleur. » Laurent soupira théâtralement. « Vous voyez, messieurs, voilà pourquoi les méthodes traditionnelles sont indispensables. Roberts, Dupuis, aidez mademoiselle Dupont à harnacher cet animal correctement. » 2 dompteurs s'avancèrent, leur visage reflétant un mélange de résignation et d'appréhension. Ils connaissaient la dangerosité de Tempête. « S'il vous plaît, » intervint Amélie, « laissez-moi essayer à ma façon, sans contrainte. »« Assez !» explosa Laurent. « Cet animal m'a coûté une fortune et je ne laisserai pas une gamine ignorante dicter sa loi dans mon domaine. Attachez-le et équipez-le immédiatement. » Les hommes s'avancèrent vers le box. Tempête se cabra immédiatement, ses sabots martelant l'air en signe d'avertissement. Amélie vit la panique et la trahison dans ses yeux, et quelque chose en elle se brisa. « Non !» cria-t-elle en se plaçant entre les hommes et le cheval. « Je ne permettrai pas que vous le blessiez à nouveau. » Un silence stupéfait tomba sur l'assistance. Jamais une employée, surtout une fille de gardien, n'avait osé défier ainsi M. Laurent.
Ce dernier devint écarlate de rage. « Vous n'êtes qu'une domestique, fille d'un ivrogne inutile. Vous ne permettez rien, vociféra-t-il. Écartez-la, ordonna-t-il aux hommes. L'un des dompteurs fit un pas vers Amélie, visiblement mal à l'aise. C'est alors que Jean-Luc, le vieux maréchal Ferrand, surgit de l'ombre où il se tenait. « Touchez à cette petite », dit-il d'une voix calme mais chargée de menaces. « Et tout le monde saura comment vous traitez réellement vos animaux et vos employés, monsieur. » À la surprise générale, plusieurs autres travailleurs du domaine se placèrent aux côtés de Jean-Luc. Claudette, Marie, et même des palefreniers qui, jusqu'alors, suivaient aveuglément les ordres. « Qu'est-ce que c'est que cette mutinerie » s'étrangla Laurent. « Ce n'est pas une mutinerie, » répondit calmement Jean-Luc. « C'est de la décence. » Un brouhaha s'éleva soudain à l'entrée des écuries. Un homme élancé tenant un carnet et un appareil photo se frayait un chemin vers eux, suivi par plusieurs personnes élégamment vêtues. « Ah, monsieur Laurent !» s'exclama le nouveau venu. « François Mercier, du Le Monde. On m'a dit que quelque chose d'extraordinaire se préparait ici. Une nouvelle méthode révolutionnaire de dressage ?» Laurent pâlit visiblement. Un journaliste du plus prestigieux quotidien français, témoin de cette scène chaotique. Il se recomposa rapidement, forçant un sourire. Un simple désaccord sur la meilleure approche à adopter, dit-il d'un ton qu'il voulait léger. Rien d'important. Au contraire, intervint une femme d'un certain âge qui accompagnait le journaliste. Sa posture et son maintien trahissaient une éducation aristocratique, mais son regard vif évaluait la situation avec une intelligence acérée. Cela me semble fort intéressant. « Madame Clémence », balbutia Laurent en s'inclinant légèrement. « Quel honneur inattendu !» Amélie reconnut immédiatement ce nom. Clémence de Beaufort, propriétaire du plus prestigieux haras de France, dont la réputation d'excellence et d'innovation était légendaire. « J'ai entendu parler de votre acquisition pyrénéenne », continua Madame Clémence en s'approchant du box, et surtout de cette jeune personne qui aurait trouvé une méthode unique pour communiquer avec lui. Elle observa Tempête avec un œil expert, notant son port altier, sa musculature puissante, mais aussi les cicatrices qui marquèrent son corps. « Laurent, dit-elle enfin, se tournant vers le propriétaire, laissez la fille montrer l'animal comme elle l'entend. Nous sommes tous curieux de cette méthode non conventionnelle. » D'autres invités s'étaient rassemblés, attirés par la commotion. Des acheteurs potentiels, des journalistes, des propriétaires de haras concurrents, tous ceux que Laurent cherchait désespérément à impressionner. Acculé par la pression sociale et la présence inattendue de la presse, Laurent recula temporairement, permettant qu'Amélie présente Tempête à sa manière, mais sa voix était glaciale quand il murmura au père d'Amélie « Après ça, vous deux serez à la rue. » Et alors qu'Amélie s'éloignait pour préparer Tempête à sa façon, Claudette l'attira dans un coin et révéla un secret sombre. Il n'est pas le premier cheval que Laurent détruit. Les mots de Claudette résonnèrent dans l'esprit d'Amélie comme un glas funèbre. Il n'est pas le premier cheval que Laurent détruit. La vieille cuisinière jeta un regard nerveux par-dessus son épaule avant de tirer Amélie dans un recoin sombre des écuries, loin des oreilles indiscrètes. « De quoi parlez-vous » murmura Amélie, son cœur battant la chamade. Claudette sortit de son tablier un petit carnet à la couverture usée, ses pages jaunies par le temps et l'humidité. « Regarde, dit-elle en l'ouvrant. J'ai tout noté depuis des années. » Amélie parcourut les pages remplies d'une écriture serrée, des dates, des noms de chevaux, des descriptions brèves mais déchirantes. Étoile, jument alezane, blessures multiples, abattu le 15 mars. Ouragan, ongre gris, pattes brisées après dressage, abattu le 7 juin. La liste s'étendait sur plusieurs années, méthodique, implacable. « Pourquoi n'avoir rien dit ?» demanda Amélie, la gorge nouée. « À qui ? Laurent possède la moitié de la région. Le maire, le juge, tous sont dans sa poche. » Claudette referma le carnet avec précaution. « Nous avons besoin de ces emplois. Chaque personne que tu as vue me défendre aujourd'hui a une famille à nourrir. » Amélie ferma les yeux, assaillie par des images de tempêtes galopant librement dans les montagnes des Pyrénées. Un souvenir qui n'était pas le sien, mais qu'elle ressentait comme si elle y avait été. « Il était magnifique, » « Avant. » « Qui ? Tempête. »
Je le vois parfois dans mes rêves, courant sur les crêtes des montagnes, sa crinière flottant au vent. » Elle rouvrit les yeux. « Il ne devrait pas être ici. Aucun d'entre eux ne devrait être traité ainsi. » Claudette pressa doucement son épaule. « Tu as 1 heure avant la démonstration. Fais ce que tu dois faire. » En retournant vers le box de Tempête, Amélie croisa Jean-Luc qui préparait des outils de maréchalerie. « Tu as vu ?» demanda-t-il simplement. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Ma fille travaillait pour Laurent il y a 10 ans, » dit le vieil homme, ses mains calleuses manipulant un fer à cheval avec une précision née de décennies d'expérience. Elle a essayé de dénoncer ses méthodes. Le lendemain, elle était renvoyée, avec des rumeurs si sales que personne ne l'a plus jamais embauchée dans la région. Il soupira profondément. Elle vit à Lyon maintenant. Je ne la vois qu'1 fois par an. Amélie comprit alors l'ampleur de ce que ces gens risquaient pour la soutenir, pour soutenir Tempête. C'était bien plus qu'une simple question de dressage. C'était une rébellion silencieuse contre des années d'abus. Dans le box, Tempête l'accueillit avec un hennissement doux. Elle posa son front contre son encolure puissante, respirant son odeur caractéristique, un mélange de foin, de terre et de cette essence sauvage indéfinissable. « Pardonne-moi » chuchota-t-elle en occitan. « Je t'ai amené ici, dans leur monde. Mais je te promets que tu ne seras plus jamais brisé. » Elle entendit des bribes de conversation entre Laurent et un homme à l'accent étranger, juste devant les écuries. « Après la démonstration, il est à vous, » disait Laurent. « Les papiers sont déjà prêts. »« Excellent, » répondit l'homme corpulent au visage rougeau. « Mes méthodes sont infaillibles, vous savez, en 1 mois, il sera complètement brisé. » Amélie sentit une vague glacée la traverser. Laurent avait déjà vendu Tempête. Tout ceci n'était qu'une mascarade pour augmenter sa valeur avant la transaction. Le chemin devant elle se brouilla, tiraillé entre 2 impératifs impossibles à concilier. Exposer Laurent signifierait protéger Tempête, mais aussi détruire le gagne-pain de dizaines de familles qui dépendèrent du domaine. Perdue dans ses pensées, elle n'entendit pas Marie approcher. « Amélie » appela doucement la gouvernante en entrant dans le box. « Je t'ai apporté ceci. » Elle tenait un simple ruban bleu, usé mais propre. « C'était celui de ma fille » expliqua-t-elle. Elle le portait dans ses cheveux lors des concours équestres. Pour la chance. Émue, Amélie accepta le cadeau. « Merci, Marie, mais je ne sais pas si la chance suffira aujourd'hui. »« Ce n'est pas de chance dont tu as besoin, » répondit Marie en souriant tristement. « C'est de courage. Et ça, tu en as déjà plus que la plupart d'entre nous. » Alors qu'elle tressait ses cheveux avec le ruban bleu, d'autres visiteurs discrets se présentèrent. Madame Rousseau apparut avec un petit groupe de villageois, leurs vêtements du dimanche trahissant l'importance qu'ils accordaient à l'événement. « Nous sommes venus voir le miracle de nos propres yeux », annonça la boulangère avec un clin d'œil. « Et peut-être montrer à certains que notre village n'est pas juste bon à produire du vin pour leur table parisienne. » Un vieil homme s'avança timidement, tenant un étui à la main. Amélie reconnut M. Fabre, l'ancien professeur de musique qui vivait reclus depuis des années. « Cette flûte ?» dit-il en désignant l'instrument qu'Amélie portait toujours dans sa poche. « C'était celle de votre grand-père, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça, surprise. « Il avait le même don avec les animaux, » continua Fabre. « Nous étions amis d'enfance, Antoine et moi. Les bergers l'appelaient quand une bête était malade ou agitée. Il jouait, et elle se calmait. Il sourit au souvenir. Ce n'est pas de la magie, quoi qu'en dise le père Thomas. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond. » L'heure de la démonstration approchait. Par les portes ouvertes des écuries, Amélie pouvait voir la transformation du domaine. Des tentes élégantes avaient été dressées, des serveurs en gilet noir circulaient avec des plateaux de champagne et la haute société française paradait dans ses plus beaux atours. Un monde à 1000 lieues du sien. Laurent passa devant le box, accompagné de Madame Clémence et d'autres personnalités importantes. « Tout est prêt ?» demanda-t-il sèchement, évitant de regarder directement Amélie. « Oui, monsieur », répondit-elle simplement. « Bien, n'oubliez pas, vous représentez mon domaine. » Son regard s'attarda sur sa tenue simple et ses cheveux tressés avec le ruban bleu, si loin de l'élégance qu'il avait exigée. Il pinça les lèvres, mais ne dit rien, conscient des témoins prestigieux. Dans le grand paddock, spécialement aménagé pour l'occasion,
Une foule considérable s'était rassemblée. Des rangées de chaises avaient été disposées pour les invités de marque, tandis que les villageois et les employés du domaine se tenaient debout, formant un cercle autour de l'espace central. Laurent monta sur une petite estrade dressée pour l'occasion. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix forte et assurée, vous allez assister à un spectacle extraordinaire. Je vous présente Tempête, le pur sang sauvage des Pyrénées, dompté par ma méthode exclusive. » Des applaudissements polis saluèrent son discours. Amélie, dans l'ombre de l'entrée du paddock, caressa une dernière fois l'encolure de Tempête. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, murmura-t-elle, je promets que tu ne seras plus jamais brisé. » Elle inspira profondément, sortit sa flûte et s'avança dans la lumière. Un murmure parcourut l'assemblée élégante lorsqu'on vit cette jeune fille simple, sans sel ni bride, tenant pour tout équipement une petite flûte en bois. Puis, les chuchotements se transformèrent en exclamations étouffées quand Tempête apparut derrière elle, majestueux et libre. Les talons noirs suivaient Amélie comme s'ils étaient reliés par un fil invisible. Aucune corde, aucune contrainte, juste deux êtres marchant en parfaite harmonie au centre du paddock. Certains invités se levèrent pour mieux voir, incrédules. Laurent, sur son estrade, affichait un sourire crispé qui ne trompait personne. Au centre de l'arène improvisée, Amélie commença à jouer sa flûte. La mélodie occitane, à la fois mélancolique et sauvage, s'éleva dans l'air chaud de l'après-midi. Tempête commença alors à se mouvoir autour d'elle, d'abord au pas, puis au trot, exécutant des figures complexes que les dresseurs traditionnels mettaient des mois à enseigner. Le silence tomba sur l'assistance. Même les serveurs s'étaient immobilisés, hypnotisés par cette danse improbable entre une fille du peuple et un étalon sauvage que tous croyaient indomptable. Après quelques minutes, Amélie cessa de jouer. Elle n'avait plus besoin de l'instrument. D'une voix douce mais claire, elle commença à guider Tempête uniquement par des mots occitans, parfois juste des murmures, parfois de simples gestes de la main. L'étalon répondait instantanément, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'est impossible sans équipement », murmura un expert équestre assis au premier rang, assez fort pour être entendu. Un photographe s'approcha trop brusquement, son flash éclatant soudainement. Tempête sursauta, prêt à s'emballer. La foule retint son souffle, certains reculant instinctivement. Mais Amélie prononça quelques mots doux, et l'étalon se calma immédiatement, revenant se placer à ses côtés comme si rien ne s'était passé. De son estrade, Laurent observait la scène, son sourire de façade masquant mal son impatience. « Assez de ce cirque !» l'entendit-on murmurer à son assistant. « Finissons-en. » Pour son finale, Amélie fit signe à Tempête de galoper librement autour du paddock, démontrant sa puissance et sa grâce naturelle. Puis, dans un geste qui arracha des exclamations à la foule, elle démonta gracieusement et se tint simplement au centre, les bras ouverts. Tempête s'arrêta, observa la jeune fille un instant, puis s'approcha volontairement. Avec une délicatesse infinie pour une créature si puissante, il abaissa sa tête massive et la reposa contre la poitrine d'Amélie, dans un geste de confiance absolue qui fit monter les larmes aux yeux de nombreux spectateurs. Les applaudissements éclatèrent, spontanés et enthousiastes. Madame Clémence fut la première debout, bientôt suivie par toute l'assistance. Laurent s'avança rapidement, tentant de capitaliser sur ce succès inattendu. Comme vous pouvez le constater, mon approche révolutionnaire de dressage. « Ceci n'est pas du dressage, Laurent », l'interrompit Madame Clémence d'une voix qui portait loin. « C'est de la communication, du respect, quelque chose que vous ne comprenez manifestement pas. » Un silence gêné suivit cette déclaration publique. Puis, avec l'autorité que confère une immense fortune, Madame Clémence ajouta « J'offre 300 000 francs pour cet animal, à condition que la jeune Amélie vienne également comme dresseuse principale dans mon haras. » Cette proposition stupéfiante déclencha un nouveau murmure dans la foule. Un journaliste s'approcha rapidement d'Amélie, carnet à la main. « Mademoiselle, êtes-vous heureuse de cet arrangement ? Ce sera une nouvelle vie pour vous, n'est-ce pas ?» Amélie caressa doucement l'encolure de Tempête, sentant sous ses doigts les cicatrices que les hommes lui avaient infligées. Puis, levant les yeux vers le journaliste, elle répondit avec une simplicité désarmante. « Il n'est pas né pour être propriété. Ni moi. » Tandis que le murmure d'étonnement parcourait la foule devant la réponse inattendue d'Amélie. «
Jean-Luc s'avança vers le centre du paddock portant un dossier usé, son visage habituellement serein, maintenant marqué par la détermination. La presse aimerait-elle voir ceci? Et lorsqu'il ouvrit le dossier révélant les registres méticuleux de Claudette, des photographies de chevaux blessés et des témoignages écrits, Laurent pâlit visiblement, car il comprenait que ce n'était pas seulement une affaire qui était en jeu, mais toute la dynastie qu'il avait bâtie sur la souffrance silencieuse des animaux et des hommes. Un murmure d'incrédulité parcourut la foule, tandis que Jean-Luc ouvrait le dossier usé, révélant son contenu accablant aux journalistes qui s'étaient précipités autour de lui. Les pages jaunies, méticuleusement annotées de la main de Claudette, racontaient une histoire de cruauté systématique qui contrastait violemment avec l'image soigneusement cultivée du domaine Laurent. Des photographies prises en secret montraient des chevaux aux flancs lacérés, aux bouches ensanglantées par des morts trop sévères, certains si affaiblis qu'ils pouvaient à peine se tenir debout. « Tout est daté, documenté », expliqua Jean-Luc d'une voix ferme. Les noms des animaux, les méthodes utilisées, les dates d'abattage quand ils ne servaient donc plus à rien. Le journaliste du Monde tournait frénétiquement les pages, son visage s'assombrissant à chaque nouvelle révélation. « Monsieur Laurent », appela-t-il en se tournant vers le propriétaire, « souhaitez-vous commenter ces accusations ?» Laurent, le visage livide, tentait de maintenir une façade de dignité outragée. « Ce sont des mensonges fabriqués par des employés mécontents », déclara-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Ces prétendus documents n'ont aucune valeur légale. » « Peut-être, » intervint Madame Clémence, « mais ils ont une valeur morale indéniable. » Elle examina une photographie particulièrement troublante avant d'ajouter « Et je doute que la presse internationale ou vos acheteurs prestigieux fassent la distinction. » Comme pour confirmer ses paroles, plusieurs invités de marque s'éloignaient déjà discrètement, murmurant des excuses vagues. Un acheteur japonais annula sa commande sur place, s'inclinant poliment avant de tourner ostensiblement le dos à Laurent. Amélie observait la scène, Tempête toujours à ses côtés. L'étalon semblait étrangement calme au milieu de cette agitation, comme s'il comprenait que quelque chose d'important se jouait pour lui. De temps en temps, il effleurait l'épaule de la jeune fille de son museau, un geste presque protecteur. « Ce n'est pas ce que j'avais prévu », murmura-t-elle en caressant son encolure. « Mais peut-être que c'est mieux ainsi. » Laurent, acculé par les questions des journalistes et l'abandon visible de ses prestigieux invités, passa soudain de la pâleur à une colère écarlate. « Ça suffit !» hurla-t-il, faisant sursauter plusieurs personnes. « Cet animal m'appartient légalement, comme tout ce domaine. Qu'on l'enferme immédiatement, et que cette domestique et son père ivrogne quittent ma propriété sur le champ. » Deux hommes de main s'avancèrent vers Tempête, mais s'arrêtèrent net lorsque l'étalon hennit d'avertissement, ses oreilles plaquées en arrière. Un cercle protecteur se forma spontanément autour d'Amélie et du cheval. Jean-Luc, Claudette, Marie, mais aussi des villageois, des employés du domaine, même quelques invités émus par la démonstration qu'ils venèrent de voir. « Ceci n'est plus seulement l'affaire d'un cheval », déclara une voix autoritaire. Monsieur Dufresne, le maire de Carcassonne, s'avança dans le cercle. Sa présence inattendue créa un silence immédiat. C'est désormais une question de comment nous traitons les plus vulnérables, qu'ils soient animaux ou humains. Laurent ricana. « Depuis quand vous préoccupez-vous des animaux, Dufresne? Vous qui chassez le sanglier chaque dimanche ?»« Il y a une différence entre une chasse traditionnelle et la torture systématique, » répliqua le maire avec fermeté. « De plus, ces documents soulèvent également des questions sur le traitement de vos employés. Intimidation, menaces, licenciements abusifs, la préfecture sera certainement intéressée. » Une nouvelle voix s'éleva, celle de Madame Clémence. La grande dame s'avança, son maintien aristocratique contrastant avec la simplicité de ses propos. « J'ai une proposition à faire, » annonça-t-elle, attirant tous les regards. « J'achèterai non seulement Tempête, mais l'ensemble de la propriété équestre de Laurent. Nous la convertirons en un sanctuaire pour chevaux maltraités ou abandonnés. » Des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance. Laurent lui-même sembla momentanément sans voix. « Et, » poursuivit Madame Clémence en se tournant vers Amélie, « je veux que cette jeune fille en soit la directrice. »« Directrice » balbutia Amélie. « Mais je n'ai que 16 ans. 17 dans 2 semaines, intervint son père,
qui s'était approché silencieusement. Sobre pour le 3e jour consécutif, il se tenait plus droit, plus présent qu'Amélie ne l'avait vu depuis des années. « Et tu en sais plus sur les chevaux que la plupart des adultes que j'ai rencontrés. » Madame Clémence sourit. « Bien sûr, vous aurez mon soutien et celui d'experts. Mais ce que vous avez démontré aujourd'hui, cette capacité à communiquer au-delà des barrières de l'espèce, est exactement ce dont ce lieu a besoin pour guérir. » Laurent, qui avait écouté cet échange avec une incrédulité croissante, éclata d'un rire forcé. « C'est absurde. Je ne vendrai jamais à cette... »« 3 millions, coupa Madame Clémence, son ton aussi tranchant que l'acier. 3 millions de francs pour la division équestre et les terres attenantes. C'est ma seule offre, Laurent. Considérant le scandale imminent, je vous suggère de l'accepter. » Le silence qui suivit était presque palpable. 3 millions de francs, une fortune qui permettrait à Laurent de se retirer confortablement, tout en sauvant sa réputation d'un désastre public complet. Son regard calculateur passa du dossier incriminant aux journalistes avides, puis à Madame Clémence dont la fortune et l'influence étaient légendaires. Finalement, avec une grimace qui tentait de ressembler à un sourire, il tendit la main. Marché conclu. Les heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'activités frénétiques. Des avocats furent appelés, des contrats préliminaires rédigés à la hâte. Madame Clémence, habituée aux acquisitions rapides, orchestrait tout avec une efficacité tranquille. Les invités se dispersèrent progressivement, emportant avec eux une histoire bien différente de celle qu'ils étaient venus entendre. Amélie resta près de Tempête tout ce temps, comme pour le protéger des changements qui s'opéraient autour d'eux. L'étalon, étrangement serein au milieu de cette agitation humaine, se contentait de l'observer de ses yeux profonds, parfois hennissant doucement lorsqu'elle s'éloignait trop. « C'est vraiment extraordinaire », commenta un vétérinaire que Madame Clémence avait fait venir pour examiner discrètement Tempête. « D'après son comportement avec les autres, je m'attendais à un animal incontrôlable. Mais avec vous, il a juste besoin qu'on l'écoute, » répondit simplement Amélie. « Comme nous tous, je suppose. » À la tombée de la nuit, une forme de calme était revenue sur le domaine. La plupart des invités étaient repartis, les employés rentraient chez eux avec l'assurance que leurs emplois seraient préservés sous la nouvelle direction. Laurent lui-même avait quitté les lieux, prétextant des affaires urgentes à Paris. Madame Clémence trouva Amélie dans le paddock, assise sur une botte de foin, Tempête broutant paisiblement à ses côtés. « Demain, les architectes viendront, » annonça-t-elle en s'asseyant auprès de la jeune fille. « J'aimerais connaître votre vision pour ce lieu. » « Ma vision ? Oui, ce sanctuaire sera sous votre direction. Comment imaginez-vous son fonctionnement ?» Amélie réfléchit un moment, caressant distraitement l'encolure de Tempête. « Je crois, dit-elle lentement, que chaque cheval qui arrivera ici devrait avoir un vrai choix, pas seulement entre la douleur et l'absence de douleur, mais entre une captivité dorée et une vraie liberté. » Madame Clémence l'observa avec curiosité. « Une vraie liberté ? Que voulez-vous dire ? Les chevaux comme Tempête, nés sauvages. Peut-être ne sont-ils pas destinés à vivre dans nos structures, selon nos règles. Peut-être devraient-ils pouvoir choisir de rester ou de partir. C'est peu conventionnel, admit Madame Clémence. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis disposé à explorer des approches nouvelles. La nuit était tombée complètement maintenant, enveloppant le domaine d'un silence apaisant. Dans le ciel dégagé, les étoiles brillaient avec une clarté presque surnaturelle. « Je vous laisse vous reposer, » dit finalement Madame Clémence en se levant. « Nous avons beaucoup à faire demain. » Restée seule avec Tempête, Amélie sentit une fatigue immense s'abattre sur elle. Les émotions de la journée, la tension, l'adrénaline, tout cela l'avait vidée plus qu'elle ne l'avait réalisé. Elle s'allongea dans la paille fraîche, contemplant le ciel étoilé à travers l'ouverture du toit. Tempête s'approcha doucement et s'allongea près d'elle, son grand corps formant une barrière chaude contre la fraîcheur nocturne. Amélie sourit, posant une main sur son flanc qui se soulevait régulièrement au rythme de sa respiration. « Nous avons réussi, » murmura-t-elle en occitan. « Nous sommes libres maintenant. » L'étalon tourna légèrement la tête vers elle, ses yeux reflétant les étoiles. Dans ce regard, Amélie crut lire une question silencieuse. « Oui, » répondit-elle comme s'il avait parlé. « Vraiment libre, tous les deux. » Elle s'endormit ainsi,
bercé par la respiration régulière de Tempête et le chant des grillons dans les vignes environnantes, rêvant de prairies sans fin et de montagnes brumeuses où des chevaux sauvages galopaient sous un ciel immense. Quand Madame Clémence demanda à Amélie comment elle envisageait d'organiser le nouveau sanctuaire, la jeune fille regarda Tempête paissant tranquillement dans le pré et répondit avec une conviction qui surprit même la femme d'affaires expérimentée. Chaque cheval qui arrivera ici aura un choix véritable, pas seulement entre la douleur et l'absence de douleur, mais entre une captivité dorée et une vraie liberté. Et tandis que ces mots flottaient dans l'air matinal, quelque chose dans l'expression de Tempête semblait indiquer qu'il comprenait parfaitement ce qui allait se passer. La révélation explosive des documents de Jean-Luc provoqua un chaos immédiat au Festival du Vin. Les journalistes, venus initialement pour couvrir un événement mondain, se bousculaient maintenant autour du vieux maréchal Ferrand, leurs appareils photos capturant chaque page incriminante du dossier. Les flashs crépitaient comme des éclairs dans un ciel d'orage, illuminant le visage décomposé de Laurent. « Ce sont des mensonges », hurla-t-il, sa voix trahissant une panique qu'il ne parvenait plus à masquer. Une conspiration orchestrée par des employés mécontents. Mais sa défense sonnait creux face aux preuves accablantes. Les photographies en noir et blanc, bien que prises clandestinement, révélaient sans ambiguïté des chevaux aux flancs lacérés, aux bouches ensanglantées par des morts barbares. Plus damnant encore, les dates méticuleusement notées par Claudette correspondaient aux registres officiels du domaine. « J'ai été témoin », déclara soudain Marie, la gouvernante, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai vu M. Laurent ordonner l'abattage nocturne des clercs, un étalon andalou qui avait simplement refusé de se soumettre. » Un jeune palefrenier s'avança à son tour, relevant sa manche pour révéler une cicatrice blanchâtre. « Cette marque, c'est M. Laurent qui me l'a faite avec sa cravache quand j'ai protesté contre le traitement d'une pouliche. » Comme une digue cédant sous la pression, les témoignages affluaient maintenant de toutes parts. Des années de peur et de silence explosaient en une catharsis collective qui laissait Laurent de plus en plus isolé au centre du paddock. Amélie observait la scène, Tempête à ses côtés. L'étalon noir semblait étrangement calme, presque solennel, comme s'il comprenait la portée de ce qui se déroulait. Seul le frémissement occasionnel de ses naseaux trahissait sa vigilance constante. Parmi les invités élégants, un malaise palpable s'installait. Des regards s'échangeaient, des murmures circulaient. Puis, presque imperceptiblement d'abord, certains commencèrent à s'éloigner. Un couple aristocratique fit signe à leur chauffeur. Un acheteur italien consulta ostensiblement sa montre avant de s'excuser. En quelques minutes, ce fut un véritable exode discret mais inexorable. Un assistant s'approcha de Laurent, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. « Les Américains et les Japonais se retirent », entendit Amélie. « Ils annulent leur commande. » Le visage de Laurent passa du blanc livide au rouge écarlate. Dans un accès de rage, il pointa un doigt tremblant vers Amélie. « Tout ça, c'est de ta faute. Toi et cette bête sauvage. Vous avez ruiné des années de travail. » Il se tourna vers ses hommes de main qui attendaient, incertains. « Enfermez cet animal immédiatement et jetez cette fille et son père ivrogne hors de ma propriété. » Mais lorsque deux hommes s'avancèrent vers Tempête, ils trouvèrent leur chemin barré. Non pas seulement par Jean-Luc, Claudette et les autres employés qui s'étaient déjà positionnés autour d'Amélie, mais par une véritable barrière humaine qui s'était formée spontanément. Des villageois, des commerçants, même des enseignants de l'école locale, tous ceux qui avaient été témoins pendant des années de l'arrogance et de la cruauté de Laurent. « Cette affaire dépasse maintenant le cadre d'un simple cheval », déclara une voix forte et claire. La foule s'écarta pour laisser passer le maire de Carcassonne, homme habituellement affable qui entretenait des relations cordiales avec Laurent. Son visage exprimait aujourd'hui une gravité inhabituelle. « Monsieur Laurent, » continua-t-il, « ces accusations sont extrêmement sérieuses. Elles concernent non seulement le bien-être animal, mais également des infractions potentielles au droit du travail. » Laurent ricana, mais son assurance habituelle semblait l'avoir abandonné. « Vous n'avez aucune autorité ici, Dufresne. Cette propriété m'appartient. » « Peut-être, » intervint un homme en costume sombre qu'Amélie reconnut comme l'adjoint du préfet. « Mais les lois de la République s'appliquent même sur vos terres, monsieur Laurent. » Un mouvement à ses côtés attira l'attention d'Amélie.
Son père, Marcel Dupont, s'avançait lentement vers elle. Son visage, habituellement flétri par l'alcool et l'amertume, paraissait aujourd'hui étrangement lucide. Il se tenait plus droit qu'elle ne l'avait vu depuis des années. « Je n'ai pas su te protéger avant », dit-il simplement, sa voix rauque d'émotion contenue. « Mais maintenant, je suis là. » Ces simples mots, prononcés sans emphase, touchèrent Amélie plus profondément que n'importe quel discours élaboré. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues tandis qu'elle prenait la main calleuse de son père dans la sienne. Tempête s'approcha doucement, poussant légèrement l'épaule de Marcel de son museau velouté, comme pour l'inclure dans le cercle de confiance qu'il avait formé avec Amélie. Le vieil homme hésita, puis leva une main tremblante pour effleurer l'encolure puissante de l'étalon. Pendant ce temps, Madame Clémence s'était retirée à l'écart avec son avocat personnel, homme à l'allure austère qui l'accompagnait dans tous ses déplacements d'affaires. Ils conversaient à voix basse, consultant occasionnellement des documents sortis d'une mallette en cuir. Après quelques minutes, elle revint vers le centre du paddock, son maintien aristocratique contrastant avec l'atmosphère tendue. « J'ai une proposition à faire », annonça-t-elle d'une voix qui portait sans effort. Le brouhaha s'apaisa immédiatement. « J'offre d'acheter non seulement l'étalon Tempête, mais l'intégralité de la division équestre du domaine Laurent. » Des murmures surpris parcoururent de l'assemblée. Laurent lui-même parut momentanément déstabilisé. « 3 millions de francs, précisa Madame Clémence. Une offre généreuse, considérant les circonstances. Elle fit une pause calculée avant d'ajouter. « Bien entendu, tous les employés actuels conserveront leur poste. En fait, nous embaucherons probablement davantage de personnel pour transformer ces installations en un sanctuaire pour chevaux maltraités. » Le regard de Laurent passa rapidement des journalistes qui notaient frénétiquement chaque mot à son assistant, qui lui montrait discrètement le nombre croissant d'annulations sur son carnet. Son empire s'effondrait sous ses yeux. « Et, continua Madame Clémence, créant un nouveau silence attentif, « je veux qu'Amélie Dupont en soit la directrice. » Cette déclaration provoqua une onde de choc visible. Amélie elle-même resta bouche bée. « Moi ? Mais je n'ai que 16 ans. 17 dans quelques jours, corrigea doucement Madame Clémence. Et vous possédez un don que des décennies d'expérience ne peuvent égaler. Bien sûr, vous serez entouré de professionnels compétents, mais votre vision guidera ce lieu. » Laurent émit un rire dédaigneux. « C'est absurde. Une gamine sans éducation, fille d'un ivrogne, diriger un haras. Cette gamine vient de vous donner une leçon d'équitation et d'humanité devant tout le gratin de la société française. » rétorqua sèchement Madame Clémence. « Je sais reconnaître le talent quand je le vois, contrairement à certains. » L'avocat s'approcha, présentant des documents préliminaires. « Les contrats définitifs seront prêts demain, mais ceci peut servir d'accord temporaire. » Laurent fixa les papiers, son visage traversé par un kaléidoscope d'émotions. Rage, humiliation, calcul froid. Finalement, avec une grimace qui ressemblait vaguement à un sourire, il saisit le stylo tendu. « Très bien. 3 millions. Et vous prenez le tout, y compris les problèmes. » Alors qu'il apposait sa signature d'un geste rageur, Amélie remarqua que sa main tremblait légèrement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, des journalistes supplémentaires arrivèrent de Toulouse et Montpellier. Des caméras de télévision régionale furent installées à l'entrée du domaine. L'histoire de la jeune fille qui parlait aux chevaux et de la transformation du domaine Laurent en sanctuaire équestre captivait déjà l'imagination du public. Pendant ce temps, dans les bâtiments administratifs, des réunions se succédaient à un rythme frénétique. Avocats, comptables, architectes, Madame Clémence orchestrait la transition avec l'efficacité d'un général en campagne. Amélie fut invitée à plusieurs de ces réunions où son opinion était sollicitée avec un respect qui la décontenançait encore. « Comment voyez-vous l'aménagement des paddocks extérieurs ?» lui demandait un architecte spécialisé dans les installations équestres. « Je pense que nous devrions abattre ces clôtures électriques, » répondit-elle après réflexion. « Les remplacer par des barrières plus basses, plus naturelles. Les chevaux traumatisés ont besoin de voir l'horizon, de ne pas se sentir enfermés. » L'homme prenait des notes, hochant la tête avec approbation. « Très juste. Et pour les abris ? Ouverts sur au moins 3 côtés. Les chevaux sauvages n'aiment pas se sentir piégés.
Ils préfèrent pouvoir observer leur environnement. Au crépuscule, épuisée par cette journée extraordinaire, Amélie retourna auprès de Tempête. L'étalon l'accueillit par un hennissement doux, presque interrogateur. « Oui, tout a changé », lui répondit-elle comme s'il avait posé une question. « Pour nous tous. » Elle s'assit dans la paille fraîche, appuyée contre le mur du box. Tempête vint poser sa tête sur ses genoux, un geste de confiance qui l'émouvait toujours autant. « Je n'avais jamais imaginé », commença-t-elle, laissant sa phrase en suspens. L'étalon souffla doucement, ses grands yeux expressifs semblant l'encourager à poursuivre. « Je voulais juste t'aider, te protéger. Maintenant, ils veulent que je dirige tout un sanctuaire. » Elle soupira profondément. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Une voix la fit sursauter. « Tu le seras. » Son père se tenait à l'entrée du box, hésitant. C'était la première fois depuis des années qu'il venait de son propre chef aux écuries. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. Amélie hocha la tête, stupéfaite par cette initiative. Marcel s'avança prudemment, respectant visiblement l'espace de Tempête. L'étalon l'observa avec attention mais sans hostilité. « Ta mère aurait été si fière, » dit-il simplement en s'asseyant à côté d'elle. Elle aimait les animaux, elle aussi. Surtout les chevaux. « Tu ne m'as jamais parlé d'elle, » murmura Amélie. « Non. » Il baissa les yeux. La douleur était trop grande. Alors je l'ai noyée dans le vin. Il releva la tête, croisant le regard de sa fille. « Mais je n'ai plus le droit de me cacher. Pas quand ma fille montre plus de courage que je n'en ai jamais eu. » Ce soir-là, tandis que le domaine s'apaisait enfin, que les derniers journalistes repartaient et que les employés rentrèrent chez eux avec un nouvel espoir, personne ne remarqua une silhouette solitaire se dirigeant vers les écuries, dans la pénombre. Laurent, le visage déformé par une rage froide, sortit de sa poche intérieure une ancienne arme de chasse. « Si je ne peux la voir, » murmura-t-il avec des yeux injectés de sang, « personne ne l'aura. » Et il avança silencieusement vers le box où Amélie s'était endormie contre Tempête après cette journée épuisante. Les pas de Laurent résonnaient doucement sur la paille qui jonchait le sol des écuries. Sous le faible clair de lune filtrant par les lucarnes, l'arme qu'il tenait jetait des reflets métalliques inquiétants. Son visage, habituellement composé pour afficher l'assurance d'un homme d'affaires prospère, était désormais défiguré par une rage primitive. Les événements de la journée avaient de fait voler en éclats des décennies de façades soigneusement construites. Sa réputation, son empire, son héritage, tout s'effondrait à cause d'une fille de rien et d'un cheval sauvage. Il s'approcha silencieusement du box où Amélie s'était endormie contre le flanc de Tempête. La jeune fille respirait paisiblement, sa main reposant sur l'encolure de l'étalon. Laurent leva son arme, la pointant alternativement vers l'animal, puis vers l'adolescente, indécis sur sa première cible. « Il est ma propriété », déclara-t-il, sa voix tremblante d'une émotion à peine contenue. « Jusqu'à la signature définitive des actes, ce cheval m'appartient encore. » Amélie s'éveilla en sursaut, ses yeux s'écarquillant d'effroi en voyant l'arme pointée vers elle. Tempête, immédiatement alerte, se redressa mais, contrairement à ce qu'aurait attendu Laurent, ne s'emballa pas. L'étalon observait la scène avec une attention soutenue, ses muscles tendus, mais son comportement étonnamment maîtrisé. « Monsieur Laurent », murmura Amélie, adoptant instinctivement le ton doux qu'elle utilisait pour calmer les animaux effrayés. « Vous n'avez pas besoin de cette arme. »« Si je ne peux la voir, » continua Laurent comme s'il ne l'avait pas entendu. « Personne ne l'aura. » Son regard oscillait entre fureur et désespoir. 15 ans à bâtir ce domaine, à créer une lignée d'exception. Et en quelques jours, une servante et un animal sauvage détruisent tout. Amélie, bien que terrifiée, comprit qu'elle devait rester calme. Les mouvements brusques ne feraient qu'aggraver la situation. Avec une lenteur délibérée, elle se redressa légèrement, gardant sa voix égale et apaisante. « Monsieur Laurent, vous n'êtes pas un assassin. Vous êtes en colère, vous êtes blessé, mais ceci n'est pas vous. » Laurent eut un rire sec, dépourvu d'humour. « Que sais-tu de moi, petite? Tu crois me connaître parce que tu as passé quelques semaines dans mes écuries? Je sais que vous êtes un homme fier, » répondit doucement Amélie. « Un homme qui a construit quelque chose d'important à partir de rien. »
Ces mots semblèrent toucher une corde sensible. Le regard de Laurent se voila momentanément, comme perdu dans des souvenirs lointains. « Mon père possédait 3 hectares de vignes médiocres, dit-il après un silence. Il me répétait chaque jour que je ne serais jamais rien. Un Laurent reste à sa place, disait-il. Sa main se crispa davantage sur l'arme. J'ai juré que je lui prouverais le contraire, que je bâtirais quelque chose que même lui serait forcé de respecter. » Amélie écoutait attentivement, comprenant intuitivement que ces confidences inattendues étaient cruciales. Laurent dévoilait, peut-être pour la première fois, les blessures anciennes qui avaient façonné l'homme qu'il était devenu. « Il me battait, continua-t-il, presque pour lui-même. Chaque fois que j'osais rêver plus grand que notre misérable parcelle. C'est là que j'ai compris. Le pouvoir vient de la peur qu'on inspire aux autres. Le respect s'obtient par la force, pas par la gentillesse. » Tandis que Laurent parlait, Tempête se déplaçait imperceptiblement. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, l'étalon se positionnait graduellement entre l'arme et Amélie. Ce n'était pas un mouvement agressif, mais un geste de protection calculé, presque humain dans sa intentionnalité. Laurent remarqua ce mouvement et son regard s'étrécit. « Regarde ça », dit-il avec une incrédulité teintée d'amertume. « Cette bête que tout le monde craignait, prête à se sacrifier pour toi. Il ne vous déteste pas, » murmura Amélie, émue par ce geste de Tempête. « Il protège simplement ceux qu'il aime, comme vous avez essayé de protéger votre héritage. » Ces mots frappèrent Laurent plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Pour la première fois, il regarda vraiment l'étalon, non pas comme une propriété ou un investissement, mais comme un être capable d'émotions complexes. Dans les yeux de Tempête, il ne vit pas la folie ou l'agressivité qu'il avait toujours présumée, mais une intelligence lucide et une détermination tranquille. L'arme dans sa main commença à trembler légèrement. Une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis l'enfance, quelque chose ressemblant à la honte, s'insinuait en lui. Comment avait-il pu en arriver là? Menacer une adolescente et un animal, caché dans l'obscurité comme un vulgaire criminel. Ce moment de vulnérabilité fut interrompu par des voix et des pas précipités approchant des écuries. Marcel Dupont apparut le premier, son visage pâle d'inquiétude, suivi de près par le maire et 2 gendarmes ruraux. Derrière eux, Claudette se tenait essoufflée, visiblement celle qui avait donné l'alerte. « Posez cette arme, Laurent », ordonna calmement le maire. « Vous ne ferez qu'aggraver votre situation. » Les gendarmes avançaient prudemment, mains sur leurs étuis, évaluant la tension palpable dans l'espace confiné du box. Laurent parut momentanément désorienté, comme s'il s'éveillait d'un rêve. Son regard passa de l'arme dans sa main à Tempête, puis à Amélie. Une larme, la première qu'il versait depuis des décennies, glissa sur sa joue creusée par l'amertume. « Je voulais seulement être respecté », murmura-t-il, abaissant lentement son arme. « Comme mon père ne m'a jamais respecté. » Les gendarmes s'avancèrent immédiatement, saisissant l'arme et passant les menottes à Laurent sans rencontrer de résistance. L'homme qui quittait les écuries entre les 2 représentants de l'ordre semblait soudain vieilli de 10 ans, ses épaules voûtées sous le poids de la défaite. Avant de disparaître dans la nuit, il jeta un dernier regard vers Tempête, un regard étrange, mêlé de regret et peut-être d'une forme de reconnaissance tardive. Marcel se précipita vers sa fille, l'enveloppant dans une étreinte maladroite mais sincère. « Mon Dieu, Amélie » balbutia-t-il, quand Claudette a vu Laurent se diriger vers les écuries avec cette arme. « Je vais bien, papa » le rassura-t-elle, encore secouée mais soulagée. « Nous allons bien tous les 2. » Elle se tourna vers Tempête qui observait calmement la scène, son grand corps toujours positionné protectivement près d'elle. Elle caressa son encolure avec reconnaissance, comprenant pleinement ce qu'il avait été prêt à faire. « Il t'a protégé », constata Marcel avec étonnement. « Il s'est placé entre toi et le danger. » Amélie acquiesça, émue. C'est ce que font les amis. Le maire s'approcha, son expression oscillant entre le soulagement et la gravité. Laurent sera inculpé non seulement pour cruauté envers les animaux, mais maintenant pour menace avec arme à feu. Sa carrière est terminée. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda Amélie, étonnée de ressentir une pointe de compassion pour l'homme qui venait de menacer sa vie. « La justice suivra son cours », répondit simplement le maire.
Mais les démons qui le hantent vraiment, aucun tribunal ne peut les juger. Au petit matin, Madame Clémence arriva, informée des événements nocturnes. Elle trouva Amélie déjà au travail, vérifiant l'état des autres chevaux, parlant doucement à chacun d'eux comme pour les rassurer que les changements à venir seraient impositifs. « J'ai appris pour Laurent », dit-elle en rejoignant la jeune fille près d'un box où un vieux cheval de trait semblait particulièrement nerveux. « Êtes-vous certaine d'aller bien ?»« Oui », répondit Amélie en caressant le museau du cheval anxieux. « Étrangement, je comprends mieux Monsieur Laurent maintenant. Sa cruauté venait de ses propres blessures. » Madame Clémence l'observa avec un respect nouveau. Rares sont ceux qui peuvent trouver de l'empathie pour ceux qui les ont menacés. C'est un don précieux. « C'est Tempête qui m'a montré cela », expliqua Amélie. « Malgré tout ce que les hommes lui ont fait subir, il est capable de compassion. Il s'est interposé entre moi et l'arme de Laurent, non par haine ou par peur, mais par amour. » Le soleil matinal inondait maintenant les écuries d'une lumière dorée, symbolisant presque le nouveau départ qui s'offrait à ce lieu. Des architectes et des consultants commençaient à arriver, portant des plans et des dossiers, prêts à transformer la vision de Madame Clémence en réalité. « Comment souhaitez-vous organiser le nouveau sanctuaire ?» demanda celle-ci, observant Amélie avec curiosité. « Avez-vous des idées spécifiques? Après tout, vous en serez la directrice. » Amélie regarda vers le paddock où Tempête paissait tranquillement, sa silhouette majestueuse se détachant contre le ciel matinal. Une conviction profonde s'était formée en elle durant cette nuit mouvementée, une vision claire de ce que ce lieu devait devenir. « Chaque cheval qui arrivera ici aura un choix véritable, » répondit-elle avec une assurance qui surprit même la femme d'affaires expérimentée. Pas seulement entre la douleur et l'absence de douleur, mais entre une captivité dorée et une vraie liberté. Et tandis que ces mots flottaient dans l'air matinal, quelque chose dans l'expression de Tempête, qui avait levé la tête comme s'il écoutait, semblait indiquer qu'il comprenait parfaitement ce qui allait se passer. La vision d'Amélie pour le sanctuaire se matérialisa au cours des mois suivants avec une rapidité qui surprit même Madame Clémence. La métamorphose de l'ancien domaine Laurent fut spectaculaire. Les écuries sombres furent ouvertes, laissant entrer lumière et air frais. Les paddocks exigus ceinturés de clôtures électriques cédèrent la place à de vastes espaces délimités par des barrières basses en bois brut, permettant aux chevaux de voir au-delà, de sentir l'horizon. « Les chevaux traumatisés ont besoin d'espace », expliquait Amélie aux architectes qui suivaient ses instructions avec un respect croissant. « Ils doivent pouvoir choisir entre la solitude et la compagnie, l'abri et l'espace ouvert. » Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube pour observer les changements dans la lumière naissante. Tempête l'accompagnait souvent dans ses promenades matinales, marchant librement à ses côtés sans licol ni bride. Leur connexion s'était approfondie au-delà des mots, devenant une forme de communication silencieuse que les visiteurs observaient avec émerveillement. La nouvelle du méthode Amélie se répandit bien au-delà des frontières du Languedoc. Des articles dans les journaux équestres décrivaient cette approche révolutionnaire basée sur le respect et l'écoute plutôt que sur la domination. Bientôt, des propriétaires de toute la France commencèrent à envoyer leurs chevaux problématiques, ceux que les méthodes traditionnelles avaient échoué à dresser. Un matin de fin d'été, une remorque arriva au sanctuaire. À l'intérieur se trouvait un magnifique étalon arabe, son œil droit laiteux, cicatrice d'un dressage brutal. « Il attaque tous ceux qui l'approchent », expliqua son propriétaire, un riche industriel parisien visiblement mal à l'aise. « Mon dresseur dit qu'il est irrécupérable. » Amélie observa l'animal tremblant au fond de la remorque, reconnaissant les signes de terreur qu'elle avait vus chez Tempête. « Il n'est pas agressif, » dit-elle doucement. « Il a peur. » Elle demanda à tous de s'éloigner et s'assit simplement sur un ballot de foin à quelques mètres de la remorque ouverte. Sans forcer, sans exiger, elle sortit sa flûte et commença à jouer. L'industriel parisien voulut protester. Il avait payé pour un service, pas pour un concert. Mais Madame Clémence l'arrêta d'un geste. Après presque une heure, l'étalon arabe descendit de lui-même de la remorque et s'approcha prudemment d'Amélie. Il s'arrêta à distance respectueuse, tremblant encore, mais curieux. « Bonjour, Cyclone », murmura-t-elle, utilisant son nom pour la première fois. « Personne ici ne te fera de mal. » Ce fut le premier d'une longue série de chevaux irrécupérables qui trouvèrent refuge au sanctuaire.
Une jument pie qui ruait dès qu'on tentait de la sceller. Un vieux percheron couvert de cicatrices de fouet qui tremblait au moindre geste brusque. Un poulain orphelin qui refusait de s'alimenter. Pour chacun, Amélie développait une approche personnalisée. Pas de méthode unique, pas de formule magique, juste une observation minutieuse et une patience infinie. Parfois, elle restait des heures assise près d'un nouvel arrivant sans tenter le moindre contact. D'autres fois, elle chantait doucement des mélodies occitanes. Pour certains, elle utilisait des herbes apaisantes que Claudette lui avait enseignées. « Comment fais-tu » lui demanda un jour un journaliste venu faire un reportage sur le sanctuaire. « Je ne fais rien de spécial », répondit-elle simplement. « J'écoute ce qu'ils me disent, sans mots. » L'article qui en résulta, publié dans un prestigieux magazine équestre, parla de l'extraordinaire capacité d'empathie d'Amélie Dupont, cette jeune fille qui révolutionnait notre compréhension de la psychologie équine. Pendant ce temps, un autre type de guérison se produisait dans l'ombre. Marcel Dupont, encouragé par sa fille et soutenu par Jean-Luc, assistait régulièrement aux réunions d'un groupe d'entraide pour alcooliques dans un village voisin. Les premiers temps furent difficiles. Avouer sa faiblesse devant des étrangers, confronter les années perdues dans le brouillard de l'alcool, reconnaître comment il avait abandonné sa fille quand elle avait le plus besoin de lui. « Je me suis caché dans la boisson après que ta mère est morte », confia-t-il un soir à Amélie alors qu'ils partageaient un simple repas. « Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. » Ces mots, qu'elle avait attendus toute sa vie sans oser l'espérer, déclenchèrent en elle un torrent d'émotions contradictoires. La colère, la tristesse, mais aussi un immense soulagement. Son père redevenait enfin présent, revenant pas à pas dans sa vie. Un matin, Amélie trouva Marcel dans un petit paddock isolé, parlant doucement au poulain orphelin qui refusait toujours de s'alimenter correctement. « Tu vois, disait-il au petit animal, moi aussi j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Mais la vie continue, petit. Il faut manger pour devenir fort. » À sa grande surprise, le poulain s'approcha timidement et accepta la pomme que Marcel lui tendait, la première nourriture qu'il prenait volontairement depuis son arrivée. « Tu as son don, » murmura Amélie, émue aux larmes. Marcel secoua la tête. « Non, j'apprends juste à réparer mes erreurs. » Au fil des semaines, une transformation remarquable s'opéra. Le père et la fille, réparant leurs relations brisées à travers le soin des animaux blessés, retrouvaient ensemble une forme de guérison parallèle. Marcel devint un assistant précieux au sanctuaire, sa patience nouvellement découverte faisant merveille avec les cas les plus difficiles. Jean-Luc, désormais responsable des soins physiques des chevaux, enseignait à Amélie l'art traditionnel occitan de tresser des cordes de crin. Le seul équipement que les chevaux du sanctuaire acceptaient volontiers, léger symbole d'un lien librement consenti. « Mon grand-père me disait que ces tresses racontent une histoire », expliquait le vieux maréchal Ferrand en guidant les doigts d'Amélie. Chaque motif parle de la relation unique entre le cheval et l'humain. Claudette, promue au rang de gouvernante principale, coordonnait désormais une cuisine élargie qui nourrissait non seulement le personnel, mais aussi les nombreux visiteurs et stagiaires qui venaient apprendre la méthode Amélie. Sa connaissance des herbes médicinales traditionnelles s'avéra inestimable pour soigner les chevaux traumatisés. Un après-midi d'automne, alors que les vignes environnantes se paraient de rouge et d'or, Madame Clémence vint trouver Amélie qui observait Tempête galoper librement dans le grand pré. « J'ai une proposition à vous faire », dit-elle sans préambule. « Je souhaite créer une école formelle, ici même, pour enseigner votre approche aux futurs professionnels. » Amélie parut surprise. « Mais je n'ai pas de méthode formelle, pas de théorie. » « C'est précisément ce qui rend votre approche si précieuse, » répondit Madame Clémence. « Vous travaillez par intuition, par connexion directe. Ce savoir ne peut pas mourir avec vous, il doit être transmis. » Cette conversation déclencha une réflexion profonde chez Amélie. Comment transmettre quelque chose d'aussi instinctif, d'aussi personnel que sa façon de communiquer avec les chevaux? Pouvait-on vraiment enseigner l'empathie, la patience, l'écoute véritable? La réponse lui vint un matin en observant son père travailler avec le poulain orphelin. Marcel, l'homme brisé qui avait trouvé sa propre guérison en aidant cette créature abandonnée, démontrait parfaitement que ces qualités pouvaient s'éveiller chez n'importe qui ayant connu la souffrance
et choisit d'en faire un pont vers la compréhension. L'anniversaire d'Amélie approchait. Elle allait avoir 17 ans. La date coïncidait, elle le savait maintenant, avec le jour où Tempête était née dans les montagnes pyrénéennes, lors de cette même tempête qui avait emporté sa mère. Une connexion que même Jean-Luc qualifiait de mystérieuse, mais pas accidentelle. Le jour tant attendu, le sanctuaire entier se transforma pour une célébration sans précédent. Des guirlandes de fleurs sauvages ornaient les barrières. Des tables chargées de mets traditionnels occitans s'alignaient sous les grands chênes. Des musiciens locaux accordaient leurs instruments, prêts à faire revivre les mélodies anciennes que la grand-mère d'Amélie lui avait transmises. Toute la communauté participa, villageois, employés du sanctuaire, mais aussi propriétaires de chevaux venus de loin, journalistes, et même le maire de Carcassonne qui prononça un discours ému sur la renaissance d'une tradition occitane de respect envers toutes les créatures vivantes. Le point culminant de la journée fut une démonstration extraordinaire. Amélie, vêtue simplement mais portant fièrement le ruban bleu de Marie dans ses cheveux, monta Tempête sans selle ni bride devant l'assistance émerveillée. Ensemble, ils exécutèrent une chorégraphie d'une beauté saisissante. Non pas une exhibition de dressage conventionnel, mais une danse naturelle où chaque mouvement semblait né d'une compréhension mutuelle parfaite. Les experts équestres présents secouaient la tête d'incrédulité devant la précision des mouvements, la fluidité des transitions. Tout cela sans aucun équipement visible. Lorsque le soleil commença à descendre vers l'horizon, baignant les collines languedociennes d'une lumière dorée, Amélie demanda un moment de tranquillité. Accompagnée seulement de Tempête, elle gravit la colline qui dominait le domaine, offrant une vue lointaine sur les Pyrénées brumeuses. Arrivée au sommet, elle mit pied à terre et caressa longuement l'encolure puissante de l'étalon noir. Puis, dans un geste symbolique qui n'avait pas besoin de public, elle défit la simple corde tressée qui ornait le cou de Tempête, le dernier lien physique qui les unissait. « Tu es libre de partir si tu le souhaites », murmura-t-elle en occitane, les larmes aux yeux. « Les montagnes sont là-bas, ta vraie maison. » Tempête tourna son regard vers l'horizon lointain, ses naseaux dilatés captant peut-être des odeurs familières portées par le vent du soir. Son corps puissant se tendit légèrement, comme s'il s'apprêtait à s'élancer vers cette liberté sauvage qui l'appelait. Amélie retint son souffle, le cœur serré. Elle avait prononcé ces paroles en toute sincérité, prête à le laisser partir si c'était son choix. N'était-ce pas l'essence même de l'amour véritable, cette volonté de laisser l'autre libre, même si cela signifiait le perdre? Pendant un long moment qui sembla s'étirer à l'infini, Tempête resta immobile, son regard fixé sur les montagnes lointaines. Puis, dans un mouvement d'une douceur inattendue pour une créature si puissante, il se détourna de l'horizon et revint vers Amélie. Avec une délicatesse infinie, il pressa son museau contre sa joue, essuyant une larme qui coulait. Jean-Luc, qui observait la scène à distance respectueuse, sentit son cœur se serrer devant ce choix silencieux mais d'une éloquence bouleversante. Au matin suivant, les premiers travailleurs arrivant au sanctuaire découvrirent une vision qui sera immortalisée dans des peintures et des livres à travers toute la France. Amélie et Tempête endormies sous un arbre centenaire, la tête de la jeune fille reposant sur le flanc du puissant cheval noir, protégés mutuellement sous le même ciel qui avait témoigné de leur naissance. Non plus deux créatures brisées par le monde, mais des êtres complets qui, en trouvant guérison l'un dans l'autre, avaient ouvert un chemin que d'autres pourraient suivre, un héritage de liberté né de la plus improbable des connexions.